Bonjour et bienvenue à tous dans ce 6e épisode de Ciné 20 avec cette fois-ci des vrais recos et pas juste... des recos de cette année et pas de l'année dernière. Je suis avec Owen. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire direct le vin qu'on va boire ? Alors on va boire un Pessac léognan qui s'appelle Domaine de la solitude. J'aime bien le nom déjà. Ça fait un peu mélancolique. Et c'est rigolo, c'est un vin que j'ai acheté dans un cash converteur. Parce que des fois, ils ont des vieilles bouteilles qui chopent chez les cavistes qui sont des brasses, quoi. Et du coup, normalement, on peut avoir des très très bonnes bouteilles à pas très cher dans ce cas-là. Donc normalement, celle-ci, c'est une bonne bouteille. On l'a pas encore goûtée. J'espère qu'elle a été bien conservée et tout. On verra bien. Alors, cette semaine, est-ce que tu peux me dire de tête de quoi qu'on va parler ? Alors, on va commencer par Misanthrope. De chez... Comment il s'appelle déjà ? De Damian... Sifron ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, SZ au début. Sifron, ouais. Et qui était le réalisateur des Nouveaux Sauvages, notamment. Ouais. On va parler après de Mad God, de Phil Tippett. On va parler de quoi déjà ? De Chien de la Casse. Je me rappelle plus le nom. Jean-Baptiste Durand. Jean-Baptiste Durand. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans dire tous les réals à Oui, chaque on fois. fait pas ça d'habitude, mais oui, vas-y. Et on va parler de Boys of Red. Et de Haka aussi. De Harry Astor. Oui, et de Haka, c'est vrai, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Il a un nom, c'est Morgan Morgan S. Dalibert. Dalibert, ouais. Donc voilà, et après on va parler chacun de films qu'on a vus tout seul. Moi je vais parler des Gardiens de la Galaxie et de Peter et Wendy. Et toi tu vas parler de... Evil Dead Rises. Voilà. Et après on pourra les films du passé, nos petits recos du passé. Moi je vais parler de Ceux qui nous lient et toi de Phase 4. Ouais. Toi de Clapiche et moi de Solbass. C'est ça. Et bah je te propose qu'on attaque immédiatement du coup. Misanthrope, hein. Est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que je commence ? Je pense que je vais commencer parce qu'après, toi t'as préféré Mad God, donc je te laisserai parler sur Mad God. Mais du coup, Misanthrope, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est vraiment un... De quoi ça parle ? Ouais, c'est un polar qui se passe à New York, et où on commence avec direct une tuerie de masse. C'est... Bon, faut être accroché, il y a un petit trigger warning, c'est un film très violent. Mais voilà, donc ça commence avec une tuerie de masse, et après on va suivre une jeune enquêtrice qui va être recrutée par le FBI pour cette enquête, et on va suivre du coup un trio d'enquêteurs, et notamment cette enquêtrice-là qui est jouée par Shailene Woodley, que vous avez sûrement connue dans Divergente, mais qui est une super actrice et qui a plein de trucs à proposer. Nos étoiles contraires. Ouais. Non mais en vrai elle avait un super rôle dans la série comment il s'appelle déjà ? J'ai un énorme trou de mémoire, mais la série sur les femmes dans... quand tu parleras, je rechercherai. Mais une super série. Et Little Big Lies. Ouais, c'est ça. Oh putain, bien joué. Bien joué. Boum. Et non, donc voilà, on suit ce trio d'enquêteurs, et c'est un peu une plongée dans un peu la psyché du personnage du tueur, parce qu'on va essayer de savoir comment il pense, pourquoi il fait ça, pourquoi quel va être ses prochains moves, ben voilà, vraiment une enquête. Et en fait, pour moi, c'est un film qui va pas réinventer la roue, qui est très... j'ai pas envie de dire classique, mais qui est classique, mais qui le fait tellement bien, et qui est ultra efficace, qui a une réal qui est vraiment in your face, il va jamais cacher les choses. Quand il y a de la violence, elle est vraiment face cam. Quand elle est pas face cam, il va te la remettre face cam après. C'est en mode non, tu vas pas échapper à ça. Et non, ça marche de ouf. Le trio de détectives fonctionne très très bien, notamment avec un commissaire un inspecteur qui est joué par... Je regardais son nom, c'est Ben Mendelsohn, ouais, qui était notamment le méchant dans Ready Player One, par exemple. Qui est le méchant dans plein de films. Je crois qu'il ça va être le méchant dans Rogue One, le méchant dans... oui, c'est vrai, ouais. Il joue beaucoup les méchants, mais là, pour une fois, il joue le gentil, avec des guillemets. Ouais, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Ouais, encore... je pense qu'on s'attache à ce mec. Mais non, et du coup on va les suivre du coup dans cette enquête là qui piétine, qui comme tous les polars quoi, qui galèrent. Et non, ça marche de ouf.
Je vais pas non plus trop en dévoiler, mais il y a toute une séquence de fin, la dernière demi-heure est folle. Non, mais voilà, peut-être que je rebondirai après sur les choses que t'as à dire, mais ouais, vraiment film simple, efficace et qui marche de ouf. Ouais, bah je rebondis. En fait, je suis vraiment d'accord globalement sur le côté même, enfin, très in your face, très frontal. Et je trouve que, en fait, on n'en a pas tant. Enfin, en fait, c'est un vrai polar, hein, film noir, quoi. Et ça fait, on n'en a pas tant que ça aujourd'hui, en fait. Bah, déjà, de toute manière, il y a toujours l'ombre de Seven depuis 30 ans qui plane, et même sur ce film-là, elle est un peu là. Mais là où je trouve que le film est classique, t'as raison, et en même temps, c'est aussi sa force, parce que comme on en voit pas souvent, je trouve que c'est chouette de revenir à ce truc-là, alors, on va prendre aucun gant pour parler des armes, de la montée de l'extrême droite. Il y a même des trucs sur l'écologie ou des choses comme ça, le machisme inhérent à la police, les violences policières. Bref, en fait, on va traiter tout ça de manière extrêmement frontale, et grâce à, effectivement, enfin t'as dit trio, mais en vérité c'est surtout un duo quand même, c'est surtout cette jeune policière, Shailene Woodley, et ce commissaire du FBI. Et avec leurs yeux, c'est là où, dans ce côté ultra bourrin, va se détacher plein de nuances qui décrivent effectivement une partie de l'Amérique d'aujourd'hui. Et je trouve ça très chouette de revenir à ça. Le film, mine de rien, je trouve est assez intelligent sur plusieurs trucs. Par exemple, ce personnage de policière, du coup, va évidemment subir de la misogynie, mais les choses que le film ne veut pas traiter, il va trouver un moyen de les éloigner. Par exemple, le fait que le commissaire du FBI soit homosexuel, par exemple, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de se dire, bon, il ne va pas essayer de lui mettre une main au cul, quoi. Le film te dit, j'ai pas envie de créer du suspense là-dessus. La misogynie, elle est ailleurs, elle n'est pas que dans du viol directement, ça peut être ailleurs, ça peut être juste des remarques constantes, et le film en fait à plein de moments. C'est juste un quotidien, et moi c'est pas dans cette direction là que j'ai envie d'aller, donc spectateur, je vais pas aller sur ce terrain là, regardons autre chose. Donc je trouve qu'il est assez malin sur plein de petits trucs, ça joue bien. Bon, après, moi, Shailene Woodley, je trouve pas que c'est une Shailene Woodley, je trouve pas que c'est une actrice incroyable, mais je trouve qu'elle fait le taf. Lui, en tant que commissaire, je fais un peu une tête quand t'as trouvé que moi je trouve que c'est plutôt un gros con, Ouais. mais c'est un gros con qui fait bien son job. Et c'est là qui est intéressant, parce qu'il fait que critiquer la hiérarchie, mais en vrai, c'est aussi un gars qui veut se placer. C'est aussi un type qui a envie de grimper les échelons. Mais le fait est que c'est un gars qui fait extrêmement bien son travail. Mais en attendant, ça reste un type qui, pour moi, est pas sympathique du tout. Et je trouve que ce mec-là le joue vraiment bien, parce qu'il a souvent tendance, effectivement, à jouer les gros méchants bourrins. Et là, je trouve qu'il a une prestance, une présence dans la salle. Oui, je pense à la salle, parce que souvent, c'est des gens enfin, C'est des réunions, quoi. Ouais, des réunions, quoi. Et je trouve qu'il a une vraie présence très virile, on va dire. Et en même temps, il arrive à choper des nuances dans ce personnage-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment un vrai, bah pareil, personnage de film noir. Vraiment cool, quoi. Et t'as raison, par contre, c'est un film ultra violent. Moi, je sais que je suis très sensible à ces trucs-là. Ces trucs de tuerie de masse, tout ce qui est tueur en série, en général, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas ce genre de choses qui peut me faire peur quand je regarde un film ou une série là-dessus. Le côté tuerie de masse, c'est quelque chose qui, moi, je sais pas pourquoi, C'est un côté injuste, quoi. C'est c'est la personne la plus proche du tueur qui va mourir en premier, et c'est vraiment ce truc de... C'est aléatoire. Chacun peut mourir, et... L'intro est très bien. Typiquement, elle est glaçante. Direct, hein. Elle est vraiment glaçante. Et je suis d'accord avec toi, la fin est très bonne. Très classique, là aussi, mais... Enfin, très classique, il y a toujours ce truc-là, on va dire, de face à face, on va dire, pour faire court. Mais pareil, qui est vraiment intéressant, avec une bête de suspense, enfin une bête de scène de tension, vraiment sur le fil. Pour les petits reproches, moi je trouve qu'il y a un petit ventre mou au milieu. Je trouve que le film se répète un petit peu dans l'enquête à certains moments. Et voir l'enquêtrice principale, enfin cette policière... chialer dans son appartement, dans sa baignoire, sur la musique avec des violons, j'avoue qu'on aurait peut-être pu s'en passer. Mais, enfin, c'est très cliché, quoi. Mais on parle
de 2 minutes, quoi. Je veux dire, enfin, en fait, moi, je pense qu'il y aurait peut-être 15 minutes à enlever dans le film au total, mais je te parle de 5 minutes ici, 2 minutes ici, par-ci, par-là. C'est pas genre un moment où je commençais à regarder ma montre, pas du tout, quoi. Genre, le film arrivait toujours à me rattraper, voilà. Ah ouais, moi j'ai pas trop vécu ce monstre goût, mais je pense que je suis un peu dans mon mood en ce moment, enquête, dans ce genre de truc. Je viens de me revoir Broadchurch, et c'est vraiment ça, c'est les enquêtes un peu longues, un peu... où tout est horrible, tout est glauque, malsain, donc c'est vraiment ma came en fait, ce genre de film. J'adore les enquêtes comme ça, et donc ouais, moi j'ai pas trop vécu ça. Ouais, je reviens sur ce que t'as dit là, sur un peu être le portrait de l'Amérique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc là où à un moment ils vont parler enfin il y a quelqu'un qui va appeler une hotline pour parler des violences policières, et il va dire par exemple des noms de vraies personnes qui sont mortes, genre Breonna Taylor ou des personnes comme ça. Donc c'est vraiment un film qui est ancré dans une Amérique actuelle. On parle aussi du Covid, enfin de l'après-Covid et tout. Il y a vraiment ce truc de dépeindre une Amérique un peu malade au niveau de la violence, au niveau des armes, au niveau de l'extrême droite. Et ça, il arrive à le faire plutôt très bien, sans être trop en mode, enfin sans être too much, sans en faire des caisses. Toujours en étant très juste. Et ouais, ça marche, ça fonctionne très très bien. Donc ouais, franchement, super film. Encore une fois, très violent. Donc préparez-vous, hein. Si vous avez du mal avec ce genre de choses, peut-être n'allez pas le voir. Mm. Mais ouais. Je mets une dernière petite touche sur la mise en scène, parce que je trouve que du coup, ce côté bourrin lui permet d'être ultra efficace, rythmiquement parlant, à plein de moments. Elle joue souvent sur premier plan, deuxième plan, pour pouvoir accélérer les choses. Par exemple, à un moment, le personnage de la policière va se retrouver dans un bureau à discuter de choses et d'autres. Je reste flou parce que je parle d'un moment qui est plutôt vers la fin. Et l'une des personnes du bureau va se lever, sortir de la pièce, et dès qu'elle ouvre les portes, t'as plein de journalistes qui sont là, qui prennent des flashs, etc. Bon, on gagne du temps, il n'y a pas genre, je sais pas, un cut et on voit que dehors il y a plein de journalistes, machin. Non, non, on fait tout ça en un plan. C'est extrêmement bourrin visuellement parlant dans ce côté. Bon, bah pareil, on va à l'efficace, mais l'atmosphère du film fait que c'est pas ridicule en fait, quoi. Et du coup, ça donne un film vraiment fluide en fait aussi, je trouve. Ouais. Puis au final, c'est une violence qui est pas gore, c'est pas, tu vois, c'est pas. J'ai perdu le comment Project Wolf Hunting ou des trucs comme ça, où ça va être vraiment du gore. Là, c'est vraiment une sorte de violence clinique, ultra froide, hein, et qui est terrifiante aussi. Qui est. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais ouais, donc film noir à l'ancienne, qui promet rien de plus, mais en même temps c'est déjà pas mal, donc voilà. Misanthrope. Oui, parce que c'est misanthrope, mais avec un haut barré, sachant que le réalisateur est argentin, si je dis pas de conneries, c'est un film américain, et ils écrivent ça comme Mais encore, un c'est que pays nordique. Oui, mais c'est pas le nom anglais, hein. Parce que le nom anglais, Non. c'est To Catch a Killer. Ouais, c'est Que- ça. Genre, attraper un tueur. Chasse au tueur en québécois. Non, bon, en tout cas, voilà, c'est recommandé. On passe à Mad God de Phil Tippett. Bon, je vais commencer du coup, parce que je pense que c'est moi qui préfère. C'était un des films que j'attendais le plus cette année, dans le sens où je ne savais même pas qu'il était censé sortir. Parce qu'en gros, il fait un peu le tour des festivals depuis 2 ans. Et c'est un projet assez ouf, parce qu'en gros, le gars a fait ça en 30 ans. Tout simplement, quoi. Phil Tippett, pour ceux qui voient pas qui c'est un des plus gros créateurs d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma américain. Il a commencé sur des petits projets comme Star Wars, par exemple. C'est un gars qui s'est vachement spécialisé dans les miniatures et tout ça. Et en 93 arrive un film qui s'appelle Jurassic Park, et il va du coup commencer à s'intéresser au numérique et tout ça, grâce à Jurassic Park, qui de toute manière est un peu charnier dans tout ce basculement pratique vers le numérique en mélangeant les deux. Et lui, du coup, il va beaucoup bosser avec ILM et tout ça. Il va beaucoup... ILM, oui, c'est ça. Avec ILM, donc la boîte de George Lucas, et ou que Spielberg appelle toujours tout ça, les Star Wars, c'est toujours eux qui ont bossé dessus par exemple. Et il va beaucoup apprendre d'eux, tout ça. Donc c'est un gars qui a constamment remis sa curiosité en avant. Et voilà, bref, c'est un gars super intéressant. Et il a... Alors à part avoir réalisé Starship Troopers 2 ou 3, je sais plus, qu'un DTV, ce qui est... Écoute, pourquoi pas. Mad God est son deuxième film, du coup, si on part de là. Mais peut-être son premier film en tant qu'auteur. Donc il a bossé dessus 30 ans, donc c'est du stop motion. Et ça raconte, dans un monde très différent du nôtre, les errances de gars, de soldats,
qui viennent d'en haut et qui vont en bas chercher à détruire des valises qui contiennent je ne sais quoi, des restes de l'humanité, et globalement c'est un peu tout. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment basé uniquement sur le visuel et voilà, c'est une balade en gros entre ce monde, Une balade. ces mondes, Une petite promenade. bah c'est un peu ça quand même, genre c'est juste des persos qui marchent quand Mm. même. Donc voilà, donc dans des mondes extrêmement hostiles. Moi je vais le dire tout de suite, je pense que c'est un chef-d'œuvre hein, directement. Moi ça m'a vachement fait penser à La Jetée dans ce côté très, bah pareil, c'est un film très froid. Même s'il y a des moments un peu marrants, par exemple, on peut voir des espèces de golems se foutre des patates avec des pelles. Je sais pas si tu vois ce moment. Voilà, bah, c'est marrant. Et bref, c'est alors bon. Par contre, c'est un film qui du coup est un peu froid, qui est à la limite de l'expérimental, voire expérimental. Faut y aller en se disant ça, mais par contre en se disant que tu vas avoir un pur objet de cinéma, pur objet cinématographique, avec que des questions qui te proviennent de l'image. Par exemple, en fait, j'ai parlé des mondes volontairement parce que ce personnage va évoluer dans ces mondes, parce que techniquement il y en a plusieurs, mais qui semblent tous connectés les uns aux autres, qui semblent tous avoir leur logique qui leur est propre. Et du coup, c'est tout ce truc-là de comprendre, et qui a mille lieux de fonctionner comme le nôtre. Et moi, je trouve ça ultra fascinant d'essayer de comprendre constamment comment tout ça fonctionne, comment tout ça est connecté. On passe de peinture en peinture, de monstre en monstre. Les monstres sont tous, enfin j'appelle ça des monstres, mais des créatures. Elles sont toutes plus folles les unes que les autres. Et bon, c'est un film qui a le mérite de se découvrir, voilà, dans une certaine, je sais pas comment dire, avec un certain regard, quoi. Il faut le voir en salle. Il faut le voir en salle, hein, ou alors faut vraiment se forcer à toucher à rien d'autre et à être plongé complètement dans cet univers. Moi, j'enlève pas une frame, hein, vraiment. Et je pense Même que pas c'est la 4782. Celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu étrange. Non, et puis c'est fou de se dire que alors le budget est sorti, c'est genre une centaine de milliers d'euros parce qu'il a fait un crowdfunding pour finir son truc. C'est rien, sur 30 ans, c'est... Rien du tout, tout est fait à la main, quoi, vraiment, le mec a fait ça à la main, a fabriqué ses décors tout seul, enfin c'est complètement fou, juste pour la performance, c'est dingue. Et je trouve que du coup, ce genre de film, en étant... Il n'y a pas de parole, c'est un film muet. Bon, le travail sonore est fou, alors, tout est très dérangeant parce que c'est très... charnel, je trouve. Enfin, tu sais, il y a toujours quelque chose dans ses corps, dans ses trucs de... Je sais pas, tout est très dérangeant dans ce rapport au corps et tout ça. Et, enfin, moi, en tout cas, c'est l'effet que ça fait, pour peu qu'on plonge dedans, qui permet de se plonger, moi, je trouve, dans plein de questions existentielles, avec ces espèces de personnages, au début, qui n'ont pas d'existence propre, qui sont construits, détruits, qui sont des espèces d'esclaves, qui peuvent se faire écrabouiller, qui peuvent s'entretuer, qui peuvent machin, sur même l'importance de l'existence, ou ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est encore une fois, pour peu qu'on rentre dedans, des films qui peuvent, comme A Ghost Story, voilà, ces dernières années, des films qui, voilà, une fois qu'on est dedans, bah on peut voyager dans ces questions philosophiques, existentielles, voilà, et du coup c'est des voyages qui se permettent de se poser ces questions-là, comme ça, tranquillement, voilà. Donc moi, Mad God, c'est un grand film, et qu'as-tu à dire dessus, je t'en prie. Alors déjà, t'as menti, il est pas totalement muet. À un moment, il y a 2 gnomes qui parlent en français. C'est vrai, et qui disent des gros mots. Et j'ai bugué, Ouais. j'étais en mode, mais quoi? Ils s'insultent. Est-ce que je suis dans la bonne salle? J'ai regardé la bonne version, et en fait, non, les seules paroles, elles sont en français. Ça n'a aucun sens. Mais, et, bon, c'est vraiment 2 lignes, hein, mais, oui, sinon, il est muet. Non, bah, moi, c'est un film, au début, j'étais vraiment dedans. Genre, tout la première moitié, où c'est les errances de ce soldat qui descend des étages un peu de l'enfer, en fait. Il descend des strates de l'enfer. Et, t'as vraiment ce truc de ouais, quelle va être la nouvelle strate, quel va être le nouvel univers, nouveau monde, où t'en as un, bah tu vois, quand tu parlais des sortes de petits personnages qui sont écrabouillés, t'as vraiment ça, t'as un truc où c'est une sorte d'esclave et un peu une sorte de torture, en fait. T'as vraiment des sortes d'engins à torture. Qui ne servent qu'à ça. Ouais, non mais... Et on le voit descendre à chaque fois, descendre de plus en plus, éviter les obstacles et tout. Et après, ça part dans un autre récit, à partir de la deuxième moitié, qui m'a un peu perdu, qui est plus...
on suit plus vraiment un personnage, ou alors si, mais c'est un peu plus bizarre. Et là, je me suis un peu perdu, j'étais moins dans le film. Mais sinon, ouais, non, franchement, c'est une claquasse visuelle, c'est magnifique, tu te demandes, mais ouais, il a dû passer, enfin, tu comprends pourquoi il a passé 30 ans à le faire, quoi. La qualité des décors, des arrière-plans, surtout que c'est pas des... Ouais, des fois, tu vas passer juste, on va dire, 2 minutes dans un décor, puis on va aller dans un autre, et tu te dis, mais ouais, mais non, mais peut-être qu'il a passé 1 an juste pour ces 2 minutes, quoi. Et non, non, c'est assez fou. Euh... Et ouais, dans les créatures, moi, y en a qui m'ont vraiment marqué. Bah, dans la deuxième partie, il y a une sorte de créatures qui lévitent, avec une sorte de lambeaux de... Enfin, il y a vraiment des créatures très marquantes et très... J'ai pas envie de dire onirique, mais il y a vraiment ce truc-là un peu... Ouais, c'est vraiment un autre monde. Et ouais, des mondes aussi très marquants. Je pensais notamment... À un moment, il y a cette créature-là, justement, elle avance dans un monde qui s'ouvre pour elle en permanence et se referme derrière elle, avec de la lave en dessous. C'est des plans qui sont magnifiques, il y a vraiment une attention aux détails et qui changent en permanence. Chaque monde va être une nouvelle façon de... Je sais pas, de poser sa caméra, de poser ses plans, de filmer. Et non, non, ça c'est assez bluffant. Mais ouais, c'est un film qui est très froid. Moi, il m'a un peu perdu sur la fin. Donc c'est pour ça que moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est une sacrée expérience à voir. En vérité, ouais, vaut mieux la voir en salle parce que pour ce genre de films un peu expérimentaux qui sont très portés par le visuel, faut pas regarder ça sur un écran d'ordi, quoi. Ou alors vous vous mettez avec un bon vidéo proche ou une bonne télé au noir et ouais, et vous vous mettez à fond dedans, quoi. Mais sinon, ouais, là il est encore en salle, donc franchement, si vous avez l'occasion, allez le voir. C'est une sacrée expérience. Ouais, je pense que c'est un film qui va fonctionner en petit circuit, quoi, qui va constamment avoir une quarantaine de salles à sa disposition, et puis voilà, quoi, qui va un peu voyager. Pendant que tu parlais, du coup, je pense que je suis un peu plus arrivé à ce que je voulais dire, c'est aussi ce côté, de par ce fait très charnel, et que chaque truc compose une partie de l'univers suivant, etc., etc., je trouve qu'il y a un peu ce côté, rien ne se perd, tout se transforme, mais à quoi bon? Voilà, c'est un peu cette idée de... Oui, tout cela existe, et effectivement, la créature dont tu parles, qui flotte, emmène quelque chose d'un autre endroit à un autre pour créer autre chose. Et c'est aussi un peu pour moi tout le sens de la fin qu'on dira pas, mais il y a vraiment ce truc de monde qui se crée, qui se détruise, qui se crée, qui se détruise. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'une vanité là-dedans que je trouve folle. Je trouve ça très excitant, moi. Voilà, Mad God. Chien de la casse? Chien Tu de veux la nous casse. dire de quoi que ça cause? Ouais, alors Chien de la casse, c'est un... Du coup, redis-moi le nom du réel, s'il C'est te plaît. Jean-Baptiste Durand, c'est un premier long métrage. Jean-Baptiste Durand. Du coup, ouais, c'est un premier film où ça se passe dans un petit village près de Montpellier, dans le sud de la France, où on va suivre deux amis qui se connaissent depuis qu'ils sont ados, ou même enfants, et qui sont inséparables, et qui a vraiment une sorte de relation limite de codépendance, où il va y en avoir... Bah, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais il va y avoir limite un dominé, un dominant. Et du coup, cette relation un peu malsaine continue jusqu'à ce qu'il y ait une nana qui arrive dans ce village, et où il va y avoir une relation qui va se créer entre un des deux mecs, du coup plutôt le dominé, et ça va rendre fou de jalousie le dominant. Vraiment, je parle comme ça, c'est un peu nul. Je vais dire leur nom. Leur surnom, c'est Dog et Mirales. Dog étant le dominé. Et du coup, Mirales le dominant. Et du coup, on va voir ce duo un peu éclaté à l'arrivée de cette fille-là. Et comment ils vont un peu essayer de peut-être remettre en question ce duo-là, et essayer de sortir de leur marasme et de leur codépendance. Donc voilà. Et bon, je peux enchaîner sur ce que j'ai pensé. Je pense que c'est un super film, vraiment excellent. Je trouve ça assez admirable que ce soit un premier film. Et c'est vraiment un film qui va... on va toujours suivre ces deux mecs-là. Et du coup, leur relation vraiment malsaine, vraiment, où tu sens qu'un l'un des deux est en fait un peu amoureux de l'autre. Même si peut-être qu'il n'arrive pas à se l'avouer, même si... Alors, je te vois faire une moue, t'as pas l'air de penser ça, mais... Ouais, non.
Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Ouais, ou peut-être une sorte peut-être d'homosexualité refoulée, même si c'est un peu comme ils le disent pas, c'est que des suppositions. Mais non, ouais, je trouve que tout le travail sur cette relation-là est admirable. Je trouve les acteurs stratosphériques. Vraiment, le jeu d'acteur est monumental dans ce film. Surtout pour Raphaël Quenard qui joue du coup Miralles, qui est un acteur que je connaissais pas du tout avant. J'ai vu qu'il a joué dans plein de Oui, il a films. joué dans plein de trucs en fait. Et en fait, je crois que c'est le premier film où je le vois. Et futur grand nom du cinéma français, quoi. J'ai pas d'autre chose. C'est un excellent acteur. Anthony Bajon, bon lui, je le connaissais déjà pas mal. Il est toujours trop bien. Hein. Vraiment très cool. Et du coup, l'actrice, je me souviens plus son nom, mais je me rappelle qu'elle a un nom un peu atypique. C'est Galatea Bellugi. Galatea. C'est Elsa, son personnage. Ouais. Qui est pareil, vraiment très très doué. Hein. Donc voilà, on va suivre ces trois personnages-là. Les trois acteurs sont formidables. Et ouais, comment ils vont réussir un peu à se dépêtrer de cette relation un peu toxique. Ouais, franchement, c'est assez dingo. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est aussi un gros coup de cœur. En fait, je me fais la liste de tous les trucs que j'aurais pu potentiellement détester dans ce film-là. Et quand je vois que le film ne coche aucune de ces cases de trucs qui auraient pu m'ennuyer au plus haut point, et je pense que ça tient sur plusieurs points. Déjà, donc, du coup, c'est un film qui se passe, du coup, tu l'as dit, près de Montpellier, mais du coup, dans une campagne, en fait, quasiment, ouais, vraiment, quoi. c'est un tout petit village. Je trouve que l'intérêt de ce film-là, c'est là où d'autres films auraient pu traiter de sujets sociaux, on va dire, je sais pas, la fermeture d'une usine, de machin, qui, ce point de départ-là, aurait créé des différends entre les différents personnages, et voilà, des points de vue politiques, des trucs comme ça. Là, non, on s'attarde uniquement sur les personnages, sur leurs ressentis, sans jamais les juger d'ailleurs. Et je trouve que c'est un très bon choix, parce que je trouve que ça offre du coup une palette d'émotions et de se concentrer uniquement là-dessus. Et toujours juste, les dialogues sont ultra bons, je trouve. Parce que Miralles aime bien faire des citations, des trucs comme ça. On sent que c'est un gars lettré, on va dire. Plus lettré que ses camarades, qui peut s'en servir aussi pour... Quand même, il s'en sert pour faire des blagues. On sent qu'il s'en sert aussi pour garder une certaine supériorité aussi, quand même, intellectuelle. Je trouve que c'est jamais grossier, ça sert toujours le personnage, et que ça donne aussi des dialogues écrits, mais qui sonnent ultra justes. Et je pense que des dialogues mal écrits dans un film comme ça, quand même t'as des bons acteurs, je pense que ça aurait été insupportable, vraiment. Enfin, quand tu veux être à la fois un peu naturaliste et en même temps faire du style, je trouve que trouver cet entre-deux-là, bon, c'est ultra rare en fait, quoi. Et moi, ça me fait plaisir. Dans un film français, d'avoir des dialogues bien écrits, sachant que je trouve que c'est une de nos très grosses stars de notre cinéma depuis un moment maintenant, quand même. C'est souvent les dialogues. Là, je trouve que c'est assez impressionnant. La ville, c'est pas un personnage spécialement la ville, du coup, il se concentre sur certains points très précis, sachant que de toute manière, c'est un film qui parle de comment des personnages peuvent rester statiques, en fait, tout le long de leur vie. Et de ce principe de petite ville, en fait, à moins de partir étudier ailleurs, en fait, tu bouges pas. Et c'est en ça qu'il est un petit peu social. Tu disais qu'il était pas social, mais il y a quand même un petit peu ce truc-là en fait, tu peux pas grandir si tu restes dans une ville comme ça. Enfin, tu peux. Non, pas ça, Moi, mais ce que j'entendais par social, trucs fermés, quoi. ouais, moi, ce que j'entendais par social, c'est film de base, film des frères Dardenne, machin. C'est ça que j'entendais. Dans ce côté politique où le point central du truc est quelque chose d'extérieur au personnage qui les impacte, et c'est cet impact qu'on va étudier. Je dis pas que c'est forcément mal fait, du tout, même dans des films que moi j'ai beaucoup aimé récemment, genre Leila et ses frères par exemple, c'est la fermeture d'une usine qui fout dans la merde l'un des personnages principaux qui du coup va retourner voir sa famille, donc, et c'est un chef-d'œuvre aussi, donc c'est pas ça que je critique, mais je suis content que ce soit un film qui se concentre uniquement sur le ressenti de ces personnages. Et après évidemment du coup s'en dégage évidemment quelque chose de très enfin, je veux dire, de base, dès que tu mets en parallèle un dominé et un dominant, c'est politique, de toute manière, c'est social, enfin, c'est obligatoirement. Mais je trouve que le film le fait admirablement bien, je trouve que c'est un film d'une précision.
alors pour le coup vraiment chirurgical dans sa manière d'étudier ces personnages, de les comprendre, de montrer les différentes nuances de tous ces trucs-là. Parce que Miralles, certes, c'est une amitié toxique, mais, enfin, en tout cas, de mon point de vue, moi, je crois pas du tout en la théorie enfin, ce truc de l'homosexualité et tout ça. Moi, j'avoue que Moi, il y a des j'y scènes qui crois me font pas vraiment penser à ça. j'y crois pas 3 secondes. Je pense juste que c'est une amitié toxique, mais sincère et extrêmement forte. Et il y a dans un podcast concurrent, dans Réaliser sans trucage, Alexis, bah tiens, qui disait un truc que moi je trouvais assez juste, en tout cas comment il le ressentait, c'est que c'était des amis qui étaient devenus amis parce que juste t'habites au même endroit en fait. Et je trouve que c'est assez juste, et moi je croirais un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire que quand bien même cette amitié est sincère, bah à la base tu deviens juste ami aux gens parce que t'habites dans une bourgade de entre 5 et 10 000 habitants, qu'il n'y a pas 1 milliard de personnes, et voilà, il y a un lycée, il y a un collège, bon bah tu deviens pote avec ces gens-là parce que bah il faut bien se faire des potes, et puis après avec le temps les amitiés se durcissent, mais en fait voilà, c'est pas si naturel que ça finalement. Des amitiés Et, par défaut. par défaut, voilà. Et je rejoins assez ce point de vue. Et en fait, je trouve que voilà, le film a plein de petites subtilités, de petites nuances comme ça, que moi je trouve ouais, vraiment super impressionnante, quoi. Pour un. Encore une fois, je trouve qu'il évite tous les écueils. Je trouve que la fin est géniale, hein, ultra touchante. Enfin, ouais, je perds un peu mes mots. Parce que, non, mais en plus, ça fait plaisir parce que c'est un premier film, du coup, ça fait que ça donne vraiment envie de suivre ce gars-là, quoi. De suivre ce gars dont moi-même j'ai oublié le nom. Bon, on l'a déjà dit 2 fois, réécouter tout le temps le podcast de toute manière. Mais ouais, non, Chien de la casse. Et le titre est très bon aussi, du coup, par rapport à ce qu'il décrit. Et, et voilà, je trouve que c'est. Et du coup, je trouve que c'est. Enfin, c'est sûrement marqué comédie dramatique, j'imagine, dans la description du genre. Mais effectivement, c'est des fois drôle, des fois. Parce que leur amitié, encore une fois, semble sincère. Du coup, t'as des vrais moments de complicité, d'humour et tout ça. Et des moments extrêmement durs, des moments où on a peur pour certains personnages. Vraiment glaçant, hein. La Ouais. façon dont Miralles parle à Doc par moment, mais Ouais. c'est vraiment très très dur, quoi. Et ouais. Et c'est des choses aussi qu'on peut voir à plus petit niveau. Ce côté aussi de. Que le chef peut dire des trucs et que personne ne va aller contre ce truc-là parce que c'est le chef. Un point, c'est tout, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une roco, c'est le film le plus abordable dont on va parler aujourd'hui, je trouve. Et enfin, n'aura pas Raka peut-être, mais c'est moi c'est mon coup de cœur vraiment très fort, vraiment. Je trouve que c'est du cinéma social pour de vrai, quoi. Parce que je trouve qu'on s'est peut-être un peu menti en France pendant un moment. Je pense qu'on a cru qu'on était un pays qui savait très bien faire des comédies et des drames sociaux, alors qu'on est les meilleurs ni dans l'un ni dans l'autre. Drames sociaux, pardon. Alors qu'on est les meilleurs ni dans l'un ni dans l'autre, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des réalisateurs qui savent le faire. Et là, on est très clairement face à un gars qui sait faire du social dans toute la largeur de ce que peut vouloir dire ce terme, quoi. Est-ce qu'on passe à Beau is Afraid? Non, j'ai pas envie. Est-ce que tu veux que je fasse le ouais, vas-y. Dans un monde absurde, qui ressemble un peu au nôtre, mais qui est quand même toujours dans un décalage qui a pas beaucoup de sens, absurde, Beau apprend le décès de sa maman, et du coup doit se rendre à l'enterrement. Seulement, il semblerait que tout ce monde soit contre lui, et va lui mettre cher pendant 3 heures de film, jusqu'à ce qu'il arrive à... Voilà, chez sa mère, voilà, en gros. C'est un peu tout, finalement. Ouais, t'as pas besoin de dire plus, hein. Est-ce que je commence ou pas? Parce que c'est moi qui ai parlé, là, sur Chien de la casse à la fin. Est-ce que tu voudrais commencer, peut-être? Ouais, mais je pense que c'est toi qui as préféré, d'assez loin. En vrai, j'ai pas détesté. C'est un film qui, pour moi, est trop long. En fait, j'ai beaucoup aimé le début. Cette sorte d'errance et
de ce personnage de Beau qui est joué par Joaquin Phoenix, qui est toujours incroyable déjà, ce Joaquin Phoenix. Et je trouve que tout le début marche vraiment bien, il y a vraiment un truc pathétique, et je sais qu'on n'était pas d'accord, moi ça me faisait un peu rigoler ce truc pathétique, et toi ça te faisait moins rire. Moi je trouvais qu'il y avait vraiment une sorte peut-être d'humour un peu cynique, un peu sadique, où on rigolait de la souffrance de ce mec-là en fait. Ouais, après là, c'est vraiment question juste subjective, quoi. Là, c'est vraiment du ressenti par rapport à ce genre de. Mais je trouve que c'est tellement. En fait, c'est pas que j'étais pas d'accord avec toi, c'est que mais je trouve pas... que il s'en prend tellement trop dans la gueule que ça en devient drôle. Tu sais, c'est limite, c'est absurde à quel point l'univers est contre lui. Et du coup, en ça, franchement, la première heure et demie, très drôle, des personnages vraiment marquants, très forts. Je pense à notamment un couple de personnes qui vont l'adopter. C'est super drôle, toutes ces scènes-là, tout le décor de cette maison-là, vraiment génial. Et jusqu'à ce que ça arrive à un point où, à partir de 2 heures de film, je commence déjà un peu à me lasser, et ça part dans 1 heure de thérapie freudienne avec sa mère, et là j'en pouvais plus. J'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer de la salle. Je trépignais sur mon siège. En plus, on était mal installés, parce qu'on n'est pas les WMK2 où on va d'habitude. Et du coup, j'étais pas bien, et j'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer. On était tout devant, en fait. Et vraiment, on avait avec le cou penché pour pouvoir voir l'écran. Et non, c'était pour moi la dernière heure, c'était pénible en fait. C'était vraiment un supplice. Alors que j'avais vraiment kiffé le début. J'ai trouvé ça vraiment sympa au début. Il a un humour qui marche de fou. Enfin, vraiment, il y a des moments où on rit, il y a des moments où on a de la pitié pour ce gars-là. Il y a des moments où il y a Denis Ménochet, mais bon, ça. J'allais le dire, je trouvais ça étonnant que tu l'aies pas encore dit. Moi, Denis Laménoche. Denis Laménoche, à chaque fois que je le vois, je suis heureux. Et là, c'est un peu la mascotte de notre podcast. J'ai l'impression qu'on parle tout le temps de lui. Bah ouais, mais c'est un de nos acteurs préférés. J'ai pas encore parlé d'Elden Ring, mais ça ne s'arrête pas. Non, et ouais, bah, Denis Laménoche, il joue un rôle de mec complètement taré. C'est génial. Et non, franchement, c'est un film qui est. Tu sens que le mec, il s'y connaît. Tu sens qu'Ari Aster, il sait faire un scénar, il sait manier une caméra, il sait faire un film de très grande qualité. Donc ça, il y a aucun souci. Mais s'il te plaît, calme-toi sur ta thérapie, quoi. Genre, t'es pas obligé de partir en mode full freudien à la fin. Ça m'a sorti du film et ça m'a saoulé, mais à une force. Ouais, je savais pas que c'était à ce point que ça t'avait. Ah non, mais moi, la fin, la dernière heure était vraiment pénible, mais dans le premier sens du terme. Peut-être avant que moi, parce que c'est par ça que je vais commencer, est-ce que tu peux dire peut-être ton rapport à Ari Aster Alors j'avais pas vu Hérédité, j'ai vu que Midsommar, et qui est un film que j'avais bien aimé, sans plus, mais vraiment plutôt bonne facture. C'est des acteurs que j'aime bien, que j'avais découvert, mais Florence Pugh, maintenant on sait tous que c'est une très très grande actrice et qu'elle est vraiment dingo. Dans Black Widow. Notamment sur sa plus grande œuvre. Le moment où elle est intégrée avec un fond vert là et son jeu d'acteur resplendit. C'est un fond vert hein. Je sais pas. Ah ouais. Ça se voit pas. Non mais enfin voilà, Florence Pugh est fantastique et ça vous le savez déjà. Et non, bah oui, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était une approche différente, le fait que ce soit vraiment 2 jours très lumineux, très blanc du film d'horreur. Et mais voilà, après c'est pas non plus ma cam. Ça reste un film assez lent, assez et dans un ouais voilà. Moi je suis pas très film d'horreur, je suis pas très film, même si c'est pas vraiment un film d'horreur, mais enfin c'est compliqué. Mais si, c'est un film d'horreur. Mais c'est pas vraiment ma cam, mais j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça sympa. Du coup c'est ça mon rapport. Moi j'ai pas vu Hérédité, je sais pas ce qu'il sait faire d'autre. C'est son 3e film d'ailleurs. C'est pas son 3e long métrage. Ouais. C'est un jeune réalisateur. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais on va dire sur le Si, il est jeune, hein, je crois. Il a pas 40 ans. Hein. Ouais. Okay. Pour 3 films. Non, mais je pense que c'est un réalisateur qui va faire pareil de lui. Bah, déjà, il fait méga pareil de lui. Maintenant, chacune au bout de 2 ou 3 films, chacun de ses films fait sensation. C'est un peu comme avait fait Damien Chazelle, tu vois. Au bout de 2 films, c'est bon. C'était un des plus grands réals d'Hollywood. Enfin, pas Hollywood, mais voilà, t'as compris. Chazelle, si, Hollywood, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Ari Aster, on est à 24. Mais oui, en fait, c'est cette nouvelle génération d'acteurs prodiges, de réalisateurs prodiges, pardon, qui, en quelques films, sont devenus des acteurs majeurs du cinéma mondial. Voilà.
Et toi, quel est ton rapport à Ari Aster? Ari Aster, bah, c'est peut-être ça qui m'a... Donc du coup, en fait, j'ai plus aimé que toi, effectivement. Moi, j'aime pas beaucoup ces films précédents, j'avoue. C'est peut-être extérieur à la qualité intrinsèque des films, mais en fait, il est... pour ceux qui voient pas, il est représentant de ce qu'on appelle l'Elevated Horror, qui est un nom que je hais au plus haut point, parce que Elevated Horror, c'est comme... je sais pas, l'horreur intelligente par rapport à l'horreur débile, j'imagine. Et moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Je veux dire, c'est comme si les Beatles, on avait appelé ça de la pop bien. Je veux dire, C'est condescendant, quoi. c'est condescendant, en fait. Et je vois... En fait, c'est pas un mouvement. Enfin, je veux dire, l'Elevated Horror, c'est pas un mouvement. La nouvelle vague, c'est un mouvement. C'est une nouveauté, c'est un truc, voilà. Le réalisme poétique, c'est un mouvement. C'est des mouvements qui ont des personnalités. Elevated Horror, intelligent... Enfin, horreur intelligent, c'est pas une caractérisation. Est-ce que The Shining, c'est de l'Elevated Horror? Bah, ça aurait été considéré comme de l'Elevated Horror, typiquement. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que je pense qu'un John Carpenter aurait jamais été considéré comme de l'Elevated Horror. Et donc, bref, je trouve tout ça assez limite, mais c'est un peu extérieur au gars, parce que c'est pas le gars qui a dit « je crée l'Elevated Horror », c'est lui qui a été catégorisé là-dedans. Mais du coup, moi, j'ai eu du mal avec ces films précédents. Midsommar, comment dire, c'est un gars que j'ai jamais trouvé mauvais. J'aurais jamais osé dire que je trouvais que c'était un mauvais réalisateur. Par contre, moi, j'ai toujours été extérieur à ces films. Midsommar est un film qui me glisse dessus, qui me fait vraiment rien, quoi. Ce truc là, voilà, en pleine lumière, etc. Bon, pourquoi pas, mais ça a déjà été... En vérité, ça a déjà été fait avant. Mais c'est... Bref, du coup, moi, la nouveauté, je l'ai pas vue plus que ça. Seulement, je trouve que dans Boys Afraid, qui n'est pas un film d'horreur, qui est vraiment une comédie... Oui, une comédie abstraite, délirante, je trouve que ça lui va très bien. Son style habituel de l'horreur, qui est un style très distant, on va dire, pour caricaturer un peu, Ari Aster, c'est un mec du plan large, quoi. C'est un gars qui va laisser les choses se dérouler dans son cadre. Et je trouve que dans l'absurde de Boys Afraid, ça marche super bien, quoi. Et ça fait que c'est quelqu'un qui va constamment, comment dire, attirer notre... Enfin, comment dire, je trouve que l'intelligence de sa mise en scène, du coup, est vraiment ultra visible dans ce genre-là, quoi. Il l'exploite à chaque instant, et ça fait que moi, je suis constamment intrigué, je suis constamment... comment dire, je suis toujours excité par ce que je vois, quoi. Le côté freudien, je suis d'accord avec toi, c'est pas un moment que j'aime beaucoup, parce que, bon, enfin, déjà oui, après pour moi il se moque du côté freudien, donc ça me choque, ça me dérange pas plus que ça. Mais pourquoi il est encore d'une heure alors? Mais parce que, pour moi, on tombe dans... C'est de l'absurde. Par contre, on tombe dans quelque chose, effectivement, qui m'énerve un peu. C'est de l'absurde, mais qui s'auto-intellectualise, et ça, moi, ça me fait chier un peu, parce qu'il passe 2 heures à aller dans des trucs où, effectivement, tu ne comprends rien de ce que tu vois sous les yeux, parce que c'est fou. Il faut quand même le dire, avec Mad God, tout le monde le dit en même temps, parce qu'ils sont sortis la même semaine, ou à une semaine d'intervalle, ce sont 2 films que vous ne verrez nulle part ailleurs, ce sont des films uniques, et ce qui, rien que pour ça, d'ailleurs, vaut le détour, hein, mais... Alors ça, je vais pas lui enlever qu'il est... Oui, mais du coup, le fait d'avoir un moment où on te dit « je vais un peu t'expliquer ce que je veux dire », bah non, en fait, ne m'explique pas ce que tu veux me dire, laisse-moi comprendre ce que je veux, en fait. Tu fais un film... Enfin, c'est comme si David Lynch te disait « je vais t'expliquer », ou alors quand il le fait, il dit « il y a 8 clés dans Mulholland Drive », et il te dit « regardez quand il y a une boîte bleue, regardez », tu fais « oui, bon, en fait, tu me dis rien du tout, quoi », je veux dire, à part le fait que c'est un rêve pour la première partie, et que ce soit pas une rêve dans la deuxième moitié de Mulholland Drive, tu fais « ça a toujours pas beaucoup de sens, en fait », donc c'est... Enfin, pas beaucoup de sens, ça reste abstrait. Je sais pas, j'ai vu que Drive, j'ai pas vu Mulholland. Moi j'ai vu Mulholland. Non, la blague marche pas beaucoup. Bon, bref, bref, ce moment-là, moi, m'embête un peu, effectivement. Enfin, oui, je suis moins fan de la fin. Mais je trouve que, du coup, il arrive à vraiment faire un truc entre l'absurdité de ce qu'on voit et nous, spectateurs, et je trouve que c'est un dialogue constant entre les deux, qui je trouve est ultra agréable, hein, et vraiment riche, et... ça fait que moi je suis rentré dans l'univers de ce gars-là et que ça me donne envie même de revoir. Bon, Midsommar, pas beaucoup parce que 2h30, tout. Et d'ailleurs, ouais, Harry, calme un peu les durées des films, par contre, vraiment. Ouais. Calmos, parce qu'il y a une version longue de Midsommar qui dure 2h50. Calmos, voilà. Bref, mais c'est un gars qui. T'as raison, il fait événement à chacun de ses films, mais c'est quand même rare de. Bon, après, il fait sensation
à petite échelle, notamment aux États-Unis, beaucoup. Peut-être plutôt dans des cercles cinéphiles, très C'est ça. A24, très... On n'est pas encore chez Tarantino. Mais le fait est que c'est un gars qui, sans avoir été à Cannes ou quoi, c'est un gars qui a enfin oui, tout ce que t'as dit là, qu'il a déjà immédiatement eu une place. Il est pas à Cannes, mais il est à Cab. C'est vrai qu'il est probablement à Cab. Voilà. Ari Aster, Boys Afraid, Joaquin Phoenix, évidemment incroyable. Denis Laménoche, exceptionnel. Tout ce que vous voulez. Le personnage du psy, incroyable aussi. Et voilà. Moi, c'est une très bonne épisode jusque-là. On va passer au dernier film, Aka, sur lequel moi j'ai plus de... Ouais, bah du coup je commence peut-être trucs, plutôt. Mais voilà. Aka, qui veut dire... c'est un alias, comme on dit. Also no as. Et oui, du coup, c'est alias, ouais. Oui, c'est parce que c'est le truc des légendes. Tu vois, quand t'es un agent secret, t'as une légende. Et du coup, c'est, je sais pas moi, c'est... comment il s'appelle déjà, Kassovitz, aka Malotru. Oui, voilà. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Aka. Morgan S. Dalibert. Morgan S. Dalibert, qui est... Ouais, qui était avant... Qui a surtout été un chef-op, qui a bossé pas mal avec Alban Lenoir sur pas mal de projets avant, notamment sur genre Les Emmerdeurs, la série YouTube Originals. YouTube Originals, une des 2 séries YouTube Originals, en France en tout cas. Et oui, je sais plus sur quoi il a bossé aussi, mais peut-être sur HeroCorp. Perdu, par exemple. Oui, c'est vrai que c'était ouais. c'était le chef-op sur Balle Perdue. Ouais. Je crois qu'il a bossé sur HeroCorp aussi. HeroCorp aussi, ouais. Donc voilà, ça fait longtemps qu'ils bossent avec Alban Lenoir, et ça fait longtemps qu'ils ont ce projet-là, où de faire un film d'action avec Alban Lenoir. Du coup, ils l'ont écrit ensemble. Et du coup, c'est un peu leur petit bébé. Et il est dans la lignée de ce que j'appellerais les nouveaux films d'action français, ou plutôt le Alban Lenoir Universe. Et en ça m'excite beaucoup, parce que moi, Alban Lenoir, c'est un acteur que j'adore, que je connais depuis très longtemps, que j'avais découvert dans HeroCorp, dans la Lazy Company, dans ce genre de choses. Donc il a plutôt commencé, on va dire, dans la comédie, qui a fait aussi après il a commencé à faire pas mal de films plutôt dans le cinéma, donc il y a des drames, il y a d'autres comédies, il y a plein de choses, et là il est en train de se spécialiser dans le cinéma d'action, et je trouve ça fantastique, parce que j'adore quand un acteur se spécialise dans le cinéma d'action, devient un peu ce côté artiste martial. Bon, on connaît tous, je sais pas moi, Donnie Yen, Michel Yeoh, Belmondo, putain, je suis perdu, même Bruce Willis, enfin voilà, Bruce Lee, JCVD. Et en fait, ça fait très très longtemps, peut-être depuis Belmondo, qu'on en a pas eu en France. Et là, on en a un. On a Alban Lenoir. Et c'est trop bien. Et je trouve ça fantastique. Et du coup, là, c'est le nouveau film du Alban Lenoir Universe, après les 2 balles perdues, après l'intervention, après Anti-Gang. J'ai pas vu Anti-Gang d'ailleurs. Moi non plus. Mais je crois qu'il est un peu... je crois qu'il est pas super, mais bon. J'ai pas vu des très bonnes critiques non plus, ouais. Comparé à tout ce qu'on vient de dire. Ouais, moi je suis très très fan de l'intervention, je suis très très fan des 2 balles perdues. Et ouais, donc du coup ça m'excitait pas mal de voir un nouveau film. C'est toujours produit, comme Balles perdues, c'est toujours produit par Netflix, et je sais que le prochain sur lequel il est en train de bosser sera aussi Netflix. Mais c'est très bien, et franchement, si c'est Netflix qui finance ce type de cinéma-là en France, c'est pas grave, c'est très bien. Même si, bien sûr, j'aurais préféré les voir au cinéma. Mais du coup, j'ai toujours pas... C'est que ça peut arriver par la suite. En fait, ça ouvre potentiellement ça. Ouais, voilà, et en plus, ça marche de ouf à l'international. Je crois que c'était pendant 2 semaines, ça a été le film le plus vu au monde sur Netflix. C'est le 7e film non anglophone le plus vu sur Netflix. Alors en seulement 10 jours, il est devenu... Ouais, et pendant 2 semaines, c'était le plus vu, toute langue confondue, enfin voilà. Et je ne peux même pas parler de qu'est-ce que c'était le film, mais à la limite, on s'en fout. Ouais. Parce que c'est un film qui reste très classique. C'est un agent secret vraiment qui fait... c'est un assassin, quoi, qui fait la sale besogne du gouvernement français. Et qui a une nouvelle mission, c'est assassiner un type, ou en tout cas arrêter un type qui est soupçonné de projeter un attentat en France. Et pour ça, il va intégrer un gang, une sorte de mafia française qui est dirigée par Cantona. Eric Cantona, du coup le footballeur / acteur.
Et voilà, il va. Et en fait, c'est vraiment le personnage de gros dur qui est capable d'assassiner de sang-froid. Mais là, on va voir qu'en fait, c'est une grosse brute au grand cœur parce qu'il y a le fils de Eric Cantona qui a vraiment des parents horribles. Bah, du coup, lui, il va devenir un peu son grand frère de substitution. Et, euh, et voilà, c'est un film pas très inventif, pas très très bien écrit. Mais c'est pas grave parce que j'ai kiffé en fait voir Alban Lenoir défoncer des gars. Moi ça me fait kiffer et je trouve la fin en fait va changer un peu cette donne très simple et va apporter un truc un peu nouveau que j'avais jamais vu avant. Et donc en ça je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, je vais pas non plus m'éterniser très longtemps, mais c'est un film qui est assez jouissif, qui a beaucoup de défauts. Je préfère dire ça parce qu'après tu vas les dire, mais voilà, qui est pas un film, qui est loin d'être parfait, mais qui est un film très jouissif où vous allez voir Alban Lenoir taper sur des gens et qui ne veut pas ça en fait. Est-ce que c'est pas le moi quand je me réveille le matin, j'ai envie de voir Alban Lenoir taper sur des gens. Voilà, c'est ma petite passion. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. J'aurais aimé voir Alban Lenoir taper sur des gens. Mais pourquoi le film ne me le montre pas alors, bordel de merde? Moi, c'est ça mon problème avec le film. Mais en fait, avec ça, on dirait que je vais taper dessus. Mais en fait, pour moi, comment t'en as parlé, ça montre pourquoi on en parle. T'as plus parlé presque des autres, de ce que Alban Lenoir est en train de créer avec son équipe, plutôt que ce film-là, parce qu'en fait, c'est pour moi plus un prétexte, effectivement, pour parler de tout ça. En plus, il y a une histoire avec... Enfin, nous, on a une histoire avec Balle perdue, parce que moi, quand j'avais vu le film Balle perdue, quand il était sorti, j'avais détesté ce film, mais parce que je pense que je l'avais abordé d'une manière un peu condescendante, et en fait, je pense que j'avais juste pas envie de l'aimer en le voyant. Et du coup, j'y ai vu ce que je voulais voir. Et à la sortie du 2, et toi qui me tannais depuis un an ou deux de le revoir, je l'ai revu et effectivement je m'étais trompé. Et effectivement c'est vraiment très bon quoi. Et ça fait plaisir à voir. Aka, moi je le mets, ou Aka, je sais pas comment on dit. Akab. Akab, on peut dire Akab, c'est vrai. Je trouve effectivement il est beaucoup moins bon parce que en fait ce que je voulais dire par le côté, j'aurais bien aimé voir Alban Lenoir se taper. Je trouve qu'il y a une tendance de la mise en scène à détourner la caméra que je trouve vraiment insupportable. C'est-à-dire, dans la scène d'intro, on va suivre Alban Lenoir sauver quelqu'un, et en fait, on va rester sur elle pendant que lui va dans des couloirs tabasser des gens et tout se passe en arrière-plan dans le flou. Pourquoi pas? C'est une scène d'intro, ça marche de Tout ouf. sympa, oui, ça Ah oui, non, mais fonctionne. moi je trouve que ça marche très bien. Seulement, quand la deuxième scène, c'est lui qui tabasse des gars devant une boîte de nuit et que c'est filmé sur un écran de sécurité, tu commences à faire bon, ça fait deux fois. Puis qu'en plus, enfin, que la scène d'après, pareil, c'est filmé, je crois que c'est dans le flou, je sais plus exactement où c'est, mais pareil, mais putain, mais en fait, la caméra va jamais montrer les chorégraphies, et ça se voit que les chorégraphies sont bonnes en plus, c'est ça qui est insupportable. Et bon, voilà, t'as dit, c'est pas très bien écrit, et moi je trouve qu'à des moments, c'est vraiment problématique. Pour un film de chef-op, et c'est étonnamment souvent le cas, enfin d'un ancien chef-op, je trouve ça pas beau. Je trouve que notamment les extérieurs sont vraiment laids, je trouve que ça fait très 5D... époque YouTube d'il y a très longtemps quoi, tout est gris et contrasté en même temps, je trouve que c'est très, je trouve ça moche, vraiment, je trouve pas ça beau. Après il y a quand même des trucs qui m'intéressent, je l'ai dit, les chorés sont bonnes. Alban Lenoir, moi je trouve que c'est effectivement un mec vraiment intéressant parce qu'il fait ce que les acteurs font pas souvent, je trouve, et parce qu'effectivement déjà ça demande de se spécialiser, mais ça fait que c'est un gars qui utilise son pouvoir d'acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la tronche auquel le public se rattache. C'est-à-dire, le public ne connaît pas forcément les réalisateurs, les productions, les trucs comme ça. Mais lui, il a une tête, et du coup, cette tête permet tout simplement aux gens de se diriger vers des projets, et maintenant, lui, il devient un peu cette figure de proue du cinéma d'action français, et un cinéma d'action purement français en plus de ça, quoi. C'est-à-dire avec des budgets français, avec du coup une économie française. Quand même c'est Netflix qui produit, ça reste des films qui sont produits en France avec des... Et une Enfin, écriture française. Une écriture Et française. pas dans le mauvais sens du terme, hein, Ouais, ouais, vraiment ouais. dans le sens où on voit en quoi l'action française est aussi intéressante, a autre chose à proposer que l'action américaine. C'est ça. Et rien que pour ça, c'est admirable. Et moi, c'est un film pour lequel j'ai de l'affection en vérité, Aka. Mais je peux pas lui enlever tous ces défauts-là, et je peux pas trouver que ça reste insupportable de filmer en passant toujours à côté de ce qui est intéressant, c'est-à-dire les chorégraphies, l'intérêt du décor et tout ça. Mais je pense qu'il a un peu ce côté surécrit, et peut-être qu'il va se décomplexer après Alban Lenoir par la suite, et les gens avec qui il travaille, et que j'ai pas trouvé dans Balle perdue, mais que là il y a un côté
il voulait trop faire un bon scénario, je fais des guillemets avec les doigts, un scénario un peu avec des personnes torturées et tout, et au final, moins de place à l'action, alors que nous, ce qu'on a envie de voir, encore une fois, c'est Alban Lenoir taper des gens. Donc, je pense que, peut-être par la suite, aller peut-être faire un truc peut-être un peu à la John Wick, où on s'en bat les couilles du scénario, et au final, nous, ce qu'on a envie de voir, c'est des belles chorégraphies, c'est des moments de violence, c'est des moments de bravoure, enfin... Ouais, non, peut-être que tu vois, c'est un passage un peu chiant qui fait, où c'est un premier essai, on sait que c'est un film qui bosse depuis quelques temps, c'est leur premier bébé. Franchement, je me dis, bon, ça c'est pas ouf le film qu'ils ont fait, mais je suis sûr que par la suite, ils vont trouver d'autres façons et ils vont faire des trucs bien. Même prendre exemple sur le premier balle perdu, je dis le premier parce que, pour ce que je vais dire, mais le 2 est très bon. Moi je crois que je préfère même le 2 d'ailleurs. Mais le premier, ce qui est intéressant, c'est que le moteur de l'action, c'est le truc qui va créer de l'action, c'est-à-dire la voiture. Dans le premier balle perdu, ils doivent récupérer une voiture et la ramener à la police pour prouver son innocence et pour prouver la culpabilité d'un autre policier, pour ceux qui l'ont pas vu. Du coup, le but c'est de prendre cette voiture et de la conduire, et ce qui va donner lieu à des scènes d'action. Donc le moteur de l'action, c'est l'action. Et je trouve ça super cool parce que du coup, c'est vraiment cette idée de... Bah oui, on fait un film d'action, donc l'intérêt, c'est l'action. Et rien de plus. Enfin, rien de plus. En tout cas, faisons ça bien, et après on verra pour le reste. AKA, je trouve qu'ils ont un peu fait le sens inverse, du coup je te rejoins complètement dans tout ce que tu viens de dire. Et John Wick, évidemment, c'est la figure de proue. Jean tuer chien à John Wick pas content, donc allez tuer Jean. Voilà, point. Et puis après, on s'amuse avec ça, quoi. Il est bon le vin, hein. Je le trouve dur, moi. Je le trouve, ouais. J'aime bien. Je le trouve un peu aride. Mais en tout cas, bon, AK, du coup... Ce qu'on disait, le truc, c'est que si ça pouvait permettre à du cinéma d'action français d'arriver en salle aussi, des producteurs de prendre ce risque-là, à un public français d'enfin arrêter de se dire que le cinéma français est incapable de produire autre chose que des drames sociaux grisâtres et des comédies colorées mais stupides, ce serait pas mal, sachant qu'en ce moment il y a aussi Les Trois Mousquetaires qui a atteint les 3 millions d'entrées le jour où on fait ce podcast, qui est plutôt un bon score pour un budget comme ça. Voilà, donc peut-être qu'on va commencer un peu à réhabiliter un certain cinéma de genre français. Et c'est peut-être en partie grâce à des gens comme Alban Lenoir, et qui en plus qui a l'air d'être un gars adorable. Voilà. Ouais. Et je te rejoins sur l'intervention. L'intervention, c'est super si vous l'avez pas vu. C'est un gros film de suspense. Personne l'a vu, c'est fou. Gros film de suspense, action, avec Olga Kurilenko, qui est la plus belle personne de cette planète, je ne veux rien savoir. Et voilà. Non, mais regardez Aka, en vrai, c'est pas un mauvais moment, hein, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est long à démarrer. Tu fais, ouais, putain, l'action, les gars, allez quoi. Je suis assez d'accord. Et moi j'ai un rêve, peut-être que tu vas le partager avec moi. Je veux voir un film d'action avec Alban Lenoir et Denis Ménochet en méchant, et qu'il y ait une bagarre entre les deux. Je veux voir une bagarre, parce que c'est aussi un acteur très physique, Denis Laménoche. Bon, on a parlé des survivants. Et je veux voir une baston entre Alban Lenoir et Denis Ménochet. Ouais, j'y avais jamais pensé, mais ouais, je te suis. Je vais appeler Alban Lenoir tout de suite. Ouais, c'est ça. Je te suis parce que c'est deux artistes en plus qui ont vraiment un physique, quoi, enfin qui utilisent en tout cas leur physique. Ouais, je te suis à 100%. Mais réalisé par les frères Dardenne. Non. Ah zut. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir tout ça se créer, et puis voilà, on voit comment ça évolue. On fait les parenthèses, ouais. les petits films. Ouais, bah je commence comme j'en ai deux, comme ça après tu fais le tien et après je refais le mien. Alors moi je vais parler vraiment 30 secondes, mais de Peter et Wendy, qui est un film que je vous recommande à moitié, parce que c'est un film qui est assez malade, qui a beaucoup de défauts. Déjà parce que il fait partie de cette lignée de nouveaux films Disney qui sont des remakes live action de classiques Disney, et la plupart sont des horreurs. J'en ai vu que 2, mais ils étaient pas bons. J'avais vu avant Le Roi Lion, qui est non plus pas si mauvais, mais juste qui est oubliable as fuck. Et non, Le Roi Lion, c'est horrible. Bah, non, c'est infernal. J'ai vu le même film en moins bien, littéralement. Oui, quoi. bah ouais. C'est... Oh, bon bref, je te laisse parler. Ah non, mais parce que j'ai vu pire. Parce que moi je trouve ça atroce, mais... Ah ouais? Non, mais tu vois, Le Roi Lion, c'est un 4 sur 10. Alors que celui que j'ai vu après, c'était Mulan. Là... Ah, si, c'est un peu drôle, Mulan. Alors, je trouvais ça... Moi, j'ai rarement vu des films aussi nuls de ma vie. Je n'ai vu que le film live Mulan, j'ai pas vu le dessin animé. Ah ouais? Ouais. Mais regarde le dessin animé, il est trop bien.
Non, non, Mulan, j'ai rarement vu des films aussi nuls de ma vie. L'actrice est nulle à chier, son personnage est insipide as fuck. Elle est absente. Ah ouais, non mais... Je pense qu'elle était pas là au tournage. Ah mais je pense que c'est ça, hein. Ouais. Elle était sous LSD pendant tout le truc, on lui a dit de dire des trucs, elle avait une oreillette où elle répétait ce qu'elle disait. Non, c'est pas possible autrement. C'est nul à chier, les effets spéciaux sont mauvais, et donc voilà. Désolé pour ce moment de haine pure, mais... Disney, si tu nous entends, on n'aime pas tout ce que tu fais. Non mais voilà, je trouve que ce truc-là de refaire des classiques Disney en live action est vraiment une idée de merde. Ça fonctionne pas. Et cet argument de dire que c'est fait pour que au moins du coup les enfants ils vont enfin les nouvelles générations vont découvrir ces histoires-là. Non, ils ont pas vieilli les vieux films. Enfin. Vous pouvez toujours les montrer à vos gamins, y a pas de souci, c'est vachement mieux. Et puis que les gamins découvrent des nouveaux trucs aussi. Ouais. Tant qu'à faire. Et non, bah voilà. Donc non, c'est nul. Mais Peter et Wendy, c'est nul mais intéressant. C'est là où je veux en venir. C'est que t'as toujours un peu ce problème-là, les effets spéciaux sont pas très bons, y a des problèmes de dialogue, les acteurs sont globalement très mauvais. Sauf Jude Law, qui joue Capitaine Crochet, qui cabotine de façon admirable, et c'est trop bien. Franchement, voir Jude Law cabotiner en crochet, j'ai adoré. Et en fait, c'est là où je veux arriver, c'est que, en fait, le film Peter et Wendy va modifier l'histoire de Peter Pan, qui est une histoire que je trouve assez sympa. Mais là, il va apporter quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'on va vachement s'attarder sur Capitaine Crochet, et sur sa relation avec Peter Pan, et sur pourquoi Capitaine Crochet est devenu comme ça. Pourquoi il haït les garçons perdus, pourquoi il veut les tuer, pourquoi il veut tuer Peter Pan. Et c'est surtout du coup la deuxième partie du film. La première partie est très classique, ça reprend vraiment le classique Disney en live action, du coup elle est très peu intéressante. Mais voilà, cette deuxième partie-là est vraiment intéressante, vraiment top. Il y a des scènes de dialogue qui peuvent vous arracher une petite larme. Ça offre vraiment une nouvelle approche de ce personnage-là. Et puis il y a une scène de baston sur un bateau qui vole à la fin qui me fait beaucoup plaisir. Donc, je vais pas vous mentir, je vais pas dire que c'est un très grand film, je vais pas dire que c'est même un bon film. C'est un film correct, qui a plein de défauts, mais qui a aussi la qualité de proposer quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas vu avant, et ça c'est assez cool. Et un truc que j'ai pas dit, c'est que c'est réalisé par David Lowery. Et David Lowery, vous l'avez sûrement connu pour avoir... t'en parlais tout à l'heure de Ghost Story, réalisé Ghost Story. Moi j'ai pas vu Ghost Story, mais par contre j'avais vu The Green Knight, qui est un film, qui est une fable, un conte médiéval qui est vraiment top. Très très beau, très onirique. Et ouais, c'est un réalisateur qui fait à la fois des choses un peu expérimentales, très oniriques pour lui, notamment chez A24 ou des choses comme ça. Et de temps en temps, il bosse pour Disney. Je sais qu'il avait fait Peter et Elliot le Dragon. Je l'ai pas vu. J'ai vu le début, moi. C'est pas mal. Mais j'avais le Peter et Elliot le vrai, enfin l'original en cassette, donc j'ai vu. Donc, j'ai vu plein de fois le film de base, mais j'ai pas vu son Peter et Elliot le Dragon. Apparemment, il est meilleur que Peter et Wendy, à ce que j'ai entendu. Mais voilà, du coup, je trouve ça intéressant de prendre des auteurs vraiment marqués, enfin vraiment des auteurs dans le sens autorisant du terme. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Des gens qui ont une patte. La patte à Lowery. Et pour avoir des approches différentes des histoires qu'on connaît tous. On connaît tous l'histoire de Peter Pan, le garçon qui veut pas grandir, de Wendy, la fille qui au début veut pas grandir, mais elle se rend compte qu'en fait elle va être malheureuse si elle grandit pas. Enfin voilà, où on la connaît tous cette histoire-là, mais d'avoir une approche un peu différente. Et ben moi ça m'a fait du bien, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, Peter et Wendy, c'est sur Disney+. C'est sympathique. Ok. Voilà. Bah super, et évidemment, moi j'ai vu Ghost Story, je le recommande à mort. On parle de A24 depuis tout à l'heure, pour ceux qui voient pas, c'est
la société indépendante américaine du moment la plus puissante. Voilà, globalement, pour faire court. Et qui ont notamment fait, moi qui est mon film de l'année, qui ont notamment produit After Sun cette année, mais qui ont Ah oui, After Sun, c'est à 24. C'est à 24. Ah putain, je savais pas. Et dont tu as parlé l'autre jour, c'est aussi les producteurs et distributeurs de Everything Everywhere All At Once. Donc c'est des gens, ou The Whale aussi, par exemple. On a parlé aussi. Midsommar. Comment ? Midsommar, Ari Aster. Hein, Boys of Fred aussi, non ? C'est Boys of Fred et leur plus gros budget. Ok. Alors, parenthèse, je trouve ça fou parce que des gens se sont plaints en mode, parce que le budget de Boys of Fred est autour de 30 millions à peu près. Et des gens ont dit, comment ça se fait qu'on donne autant de budget à un film comme ça n'a aucun sens, un film qui va pas marcher et tout ça. Bah justement, on devrait se réjouir qu'une société américaine, donc qui n'ont pas du tout la même économie qu'en France, qui n'ont pas les mêmes moyens aussi de récupérer des fonds pour un film qui a coûté très cher mais qui n'a pas tant que ça marché, parce que c'est clairement de l'argent à perte pour eux, en tout cas, sauf si le film cartonne en VOD ou ce que tu veux. Mais moi au contraire, je trouve ça génial qu'une société de production puisse lâcher du cash comme ça pour un mec en qui il croit, et voilà, genre pour qu'il puisse faire le film qu'il a envie, et voilà, enfin je sais pas, c'est quand même... Et puis c'est, mine de rien, aux États-Unis, 30 millions, c'est pas si énorme. C'est 2 journées de tournage avec Robert Downey Jr. Bien vu. Moi, je vais vous parler de Evil Dead Rises de Lee Cronin. Son deuxième film, si je dis pas de conneries. Et j'ai vu son premier film depuis, qui s'appelle The Hole in the Ground, qui est un film super intéressant. Et c'est un gars d'ailleurs qui a certains problèmes avec la maternité. Le trou dans le sol. Le trou dans le sol. Petit truc québécois. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, ouais, bref. Non, c'est une blague. Et, le trou dans le sol. Bref, Evil Dead Rises. Alors moi, pour faire court, hein, Sam Raimi, donc, qui est le réalisateur des 3 premiers Evil Dead, je pense que c'est un génie. Et je pense qu'on en parlera un jour dans un des trucs de fin qu'on fait, dans les recos de fin qu'on fait. Oh, on parlera de Spider-Man 2. Peut-être pas Spider-Man, mais bon, il y a le choix. Chez Sam Raimi, vraiment... Bon, après Spider-Man 2, tout le monde l'a vu, quoi. Oui. C'est un peu ce truc-là que... Mais c'est génial, Spider-Man 2, hein, moi je trouve. Et même le 1 et le 3 a plein de défauts, mais le 3 a des scènes... 3, hein. Le 3 a des scènes de cinéma dingue, quoi, vraiment. Je trouve au-dessus de la plupart de Marvel, alors qu'il est plein de défauts. Je le trouve au-dessus de tous les Marvel. Donc, pour la faire court, honnêtement, hein, mais il a des défauts de scénar, mais... Putain, je veux dire... visuellement, c'est quand même quelque chose, quoi. Le combat dans le métro, l'intro de l'homme sable, enfin il y a... On a dévié très rapidement sur Spider-Man 3. Pardon, oui. Donc Evil Dead Rises, donc les 3 premiers Evil Dead, moi je les trouve super, je pense que le 2 est un chef-d'œuvre, c'est mon préféré comme plein de gens. De quoi que ça parle, Evil Dead, c'est des gens qui tombent sur un bouquin, ils le lisent, quelqu'un se fait posséder, et la possession se transmet. Et en fait, on est face à un démon qui est jamais spécialement nommé, jamais spécialement représenté, mais qui en gros va prendre un malin plaisir à torturer les personnes. Généralement, on est quand même dans une idée du huis clos, sauf dans Evil Dead 3, mais qui lui part dans son délire à lui. Dans un truc de huis clos, donc du coup, plusieurs personnages qui vont interagir entre eux et avec un démon qui aime bien torturer, faire du mal, etc. Donc on est quand même dans une forme d'horreur jouissive, on va dire, dans une recherche de la violence... qui fait mal, mais qui est en même temps assez drôle, sachant que Evil Dead est un peu particulier parce que le premier film est un film fauché, mais d'horreur premier degré. Le deuxième est un remake déguisé et qui est une vraie comédie horrifique, qui est un film complètement délirant. Le 3 continue dans cette lancée-là. Et arrive le remake de Fede Alvarez en 2013, qui est vraiment acclamé. Moi, j'aime pas beaucoup Fede Alvarez, je trouve ça très étonnant qu'on lui reconnaisse tout ça. C'est un mec qui a fait un film qui s'appelle Don't Breathe aussi, que je trouve très banal, si vous voulez rapidement ce que je pense de ce gars-là. Le remake d'Evil Dead, du coup, de 2013, c'est le premier, mais avec de l'argent. Parce que moi, je trouve les références et tout ça un peu balourd. Je trouve que le milieu du film est ultra jouissif, mais le reste me dépasse un peu, pour faire court. Et arrive Evil Dead Rises, qui se passe donc dans un immeuble, je sais plus où, aux États-Unis, avec un gamin, enfin une famille, on va dire, qui trouve le Necronomicon, je crois, le bouquin, qui est inspiré du bouquin de Lovecraft, du coup, enfin c'est le même nom, je crois. Bref. Et du coup, la mère va être possédée et du coup va vouloir anéantir toute cette famille qui est constituée de 2 gamines, dont une très jeune, un grand frère et la sœur de cette mère-là, du coup la tante, qui revient, qui est enceinte et qui
venait chercher sa sœur pour trouver des conseils et qui du coup se retrouve dans cette galère, sachant qu'évidemment ils sont tous bloqués à cet étage-là, plus d'électricité, machin, tout ça. Je parlais tout à l'heure de l'Elevated Horror, je pense que c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à un film de série B qui s'assume en tant que tel, qui a une envie, c'est de te faire mal tout en te faisant marrer. C'est un film qui fait vraiment mal, je tiens à le préciser, parce que j'étais avec quelqu'un avec qui je vais souvent voir les films d'horreur, en général c'est avec elle que je vais le voir, bisous Agathe, hein, si t'écoutes. On est des gens qui ont vu Terrifier 2 dont je parlais l'autre fois, c'est avec elle que je l'ai vu. Et pour Terrifier 2 on rigole, là il y a eu des moments où on a quand même eu mal premier degré, parce que moi je me suis attaché au personnage. Donc les voir se prendre une râpe à fromage sur la jambe... Voilà, moi je peux pas voir ce genre de film. Hein. Voilà, donc il y a une espèce de truc de... Ah, j'ai vraiment mal et en même temps un plaisir de voir ça. Donc bref, ça s'adresse vraiment aux gens qui aiment un certain cinéma d'horreur, un peu con, mais qui se prend... Enfin, comment dire, qui fait les choses bien sans se prendre au sérieux. Voilà, qui fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, moi, je trouve ça ultra admirable. Je trouve qu'on a une photographie qui est constamment en mouvement, qui va d'abord passer sur quelque chose de très new-yorkais pour aller de plus en plus vers ce côté boisé des premiers Evil Dead qui se passent donc dans une cabane. Donc je trouve qu'il y a une progression esthétique qui est super intéressante. Le film subit un débat, on va dire, une polémique, mais qui, pour une fois, elle mérite de venir du film et non pas de gens, comme on en parlait de The Whale, qui traitaient le film de grossophobie alors qu'ils n'avaient pas vu le film. Là, c'est des gens qui ont vu le film, qui ont vu quelque chose d'anti-avortement. Donc disons que ça a le mérite d'être évoqué. Moi, je suis complètement opposé à cette idée-là, parce que pour moi, c'est presque un film qui te dit « ne faites pas des gosses », mais parce que déjà, l'ennemi principal est la mère, et il y a plusieurs répliques dans le film qui, pour moi, effectivement, montrent quand même que, et je parlais de son premier film, que ce réalisateur-là a quand même des vrais questionnements sur le rapport à la maternité, et quelque chose de plutôt conflictuel, plutôt que tomber justement dans cette idée de « faites des gosses si vous le pouvez ». Je tiens à dire que les personnes avec qui j'ai été voir le film étaient plutôt d'accord avec ça et n'ont pas vu ce truc-là. Après, comme, en fait, moi j'ai plutôt tendance à chier sur les polémiques qui naissent quand c'est des gens qui n'ont pas vu le film. Encore une fois, là, c'est des gens qui ont vu le film, qui ont vu ça là-dedans. Donc c'est pas à moi de dire si cette interprétation est valable ou pas, je peux juste dire que je suis pas d'accord avec. En tout cas, que moi je ne le vois pas en tout cas. Bref, vous voulez voir un film bête, méchant, mais intelligemment fait, Evil Dead Rise, c'est top. Voilà. Ouais, bah du coup, moi, pour finir, je vais parler des Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui est, bon, vous connaissez tous, hein, c'est le troisième volume des Gardiens de la Galaxie, pas grand-chose à dire dessus, mais voilà, qui est toujours réalisé par James Gunn, qui fait sa transition, c'est son dernier film chez Marvel, je crois, parce que maintenant, il va être directeur artistique de DC Comics. Et moi j'aime bien James Gunn parce que c'est un mec qui a une vraie patoune et qui arrive pour l'instant à imposer sa patoune chez les studios chez qui il bosse. Alors, on va pas se cacher, il y arrive surtout quand il bosse pour DC que quand il bosse pour Marvel. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse, qui a un vrai... C'est un geek qui a un vrai amour du comic, qui a un vrai amour du crasse-pouille, de la violence, du gore, des créatures bizarres, C'est un sale gosse. Ouais, voilà. Et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, ça fonctionne plus chez DC. Moi, j'ai adoré son The Suicide Squad, où là vraiment, il a lâché les chiens. Je crois que DC a dû lui dire alors notre premier Suicide Squad c'était de la merde, fais ce que tu veux. Et du coup, il a fait ce qu'il voulait, c'était trop bien, enfin, voilà. Et la série Peacemaker qui en découle. J'ai toujours pas vu. Bah, la série est très bien et elle a le meilleur générique de ces dernières années. Voilà. Ok. Mais voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant dans l'univers du super-héros parce que, enfin, que ce soit moi ou Alexis, je pense surtout Alexis, on en a marre de Marvel en ce moment. On va plus voir les films. Voilà, on s'est lassé, c'est resté ça a jamais évolué, c'est resté dans une sorte de marasme un peu bêta, et ça intéresse même plus parce que l'arc principal avec Thanos est fini. Du coup, c'est même plus intéressant d'aller regarder les films Marvel.
Et pourtant, je suis allé voir celui-là, parce que pour moi, Gardien de la Galaxie, c'est limite un peu en dehors de Marvel. Même si ça a un peu la même structure, on va dire, de film de base, ça... on peut regarder un film Gardien de la Galaxie sans avoir vu les 3000 autres films avant, sans avoir vu, je sais pas moi, Captain America, le Soldat de l'hiver, avoir vu Thor 2, avoir vu Shang-Chi et tout. Non, Gardien de la Galaxie, c'est une trilogie, elle fonctionne en tant que trilogie. Bon, voilà, il y a peut-être juste Endgame à voir, parce que du coup c'est le moment où les Gardiens de la Galaxie interagissent avec les Avengers, mais sinon ça fonctionne vraiment comme une trilogie, et ça fonctionne vraiment bien. C'est un film de bande en fait. C'est un film de bande, et James Gunn il arrive vraiment à faire ça, à apporter de l'humour dans ses personnages de bras cassés, un peu loufoques, et, euh, et ça nous fait plaisir. Là c'est un film qui est un peu plus centré sur l'histoire de Rocket, du coup, qui est le petit raton laveur qui veut pas se faire appeler raton laveur, et ultra violent et intelligent. Et c'est une histoire qui est très touchante. On voit du coup toute sa jeunesse en tant que... Bah non, mais c'est vrai, Non, tu pardon, j'avais rigoles. un jeu de mots Rocket, j'avais en tête Rocket à nous, voilà. La rue est à nous, voilà. Ah, Bon. très bon groupe, j'adore. Ouais, voilà. Mais non, mais voilà. Et du coup, qui a une histoire assez touchante, qui est très dure aussi. C'est un film que, bon, tu sens qu'on lui laisse un peu plus de la main sur ce film-là que sur les deux autres, parce que tu sens un peu plus de violence. Tu sens, tu vas avoir des membres cassés, des trucs un peu plus gore que dans les deux premiers. Ce qui est cool, parce que tu sens que Marvel lui fait confiance, quoi. Et ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. C'est pas un film parfait, il y a des ventres mous. Mais ça reste les Gardiens de la Galaxie, ça reste très drôle, ça reste très touchant, ça reste... En fait, il a un amour de ses personnages, et il arrive à les faire exister en bande, et cette bande fonctionne de ouf. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie, c'est très sympa. Je précise, moi je l'ai pas vu, je le verrai plus tard, parce que je trouve ça insupportable ce qu'ils ont fait, Marvel, et Disney en général d'ailleurs. Cependant, ça peut là aussi aller dans ton sens. En deuxième semaine aux États-Unis, c'est un des films. Parce qu'en fait, il faut savoir que Marvel, généralement, il tape extrêmement fort en première semaine. Et que dès la deuxième semaine, la fréquentation chute de plus de 60%. Ce film-là a chuté de 40%, ce qui est un très bon score pour un blockbuster en général. Donc ça veut dire que c'est un film qui, en tout cas aux États-Unis, en France, nous on tourne mercredi, donc on n'a pas les chiffres en France, mais c'est un film qui ça veut dire que le bouche à oreille a fonctionné, là où en général les Marvel, le bouche à oreille est hors de cause en fait, quoi. C'est les fans qui vont voir, et voilà. Donc là il semblerait que le film est effectivement plus apprécié que les autres, en tout cas, et plus reconnu que les autres. Il a une sacrée note, hein, que ce soit les notes américaines. Bon, IMDb a toujours une note, on va dire, un point au-dessus de Sens Critique, mais du coup, il doit avoir plus de 7 sur Sens Critique et 8 sur IMDb, un truc comme ça. Mais ça, ce qui est assez rare. Sur IMDb, les films Marvel sont très bien notés, hein. Oui, non, mais même en France, un film a plus de 7. Oui, en un général, Marvel a plus de... non, de base, un film a plus de 7, c'est une très bonne note sur Sens Critique. Et en plus, un Marvel... non, ça veut dire que Après, ça moi, marche. je me méfie un peu parce que c'est toujours un effet de contraste, c'est-à-dire dire non, mais c'est moins pire que les autres, et du coup, c'est un contraste de oui, mais en fait, moi, quand je vais voir un film, c'est pas pour le comparer aux autres Marvel, parce que déjà, beaucoup de films seraient des chefs-d'œuvre comparés aux films Marvel, de mon point de vue en tout cas. Donc, bon, Non, mais je suis qu'il d'accord soit avec- moins pire que les autres, moi, ça m'avance pas beaucoup. Après, je te rejoins sur tout ce que tu as dit sur James Gunn et tout ça, hein, donc je le verrai, je pense que je prendrai du plaisir à le voir. Par contre, 2h30 en salle, machin, c'est juste que moi j'ai d'autres choses à voir, mais évidemment, je pense que quitte à aller voir un Marvel, autant aller voir celui-là, je te rejoins à 100%. Non, mais je pense que tu vois, je pense qu'aussi les gens ils ont mis des super notes, mais aussi parce que je pense que ça leur fait plaisir de voir des blockbusters, très gros budget, Marvel, qui se foutent pas de leur gueule en fait, parce que
il y a une lassitude au bout d'un moment à avoir des films Marvel où c'est tous les mêmes, où t'as vraiment l'impression d'avoir encore déboursé 10 € pour voir le même film de merde. Et là, pour une fois, bah tu te dis, ah bah en fait, j'ai vu un. Ça y est, on se lâche. Le même film de merde, c'est bon. Ouais. Mais j'aime pas Marvel. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai fait mon top 10 de films de super-héros sur Sens Critique, et il y a pas un seul Marvel. Pendant quelques temps, il y avait Avengers 1, qui était genre en 8ème ou 9ème C'est bien, ou 10ème Avengers position. 1, Ah, j'aime ouais. bien. Hein. Mais pour moi, il y a 10 films de super-héros qui sont meilleurs que Avengers 1. Ouais, bah il y a les 3 Spider-Man de Sam Raimi déjà, il y a les 3 Batman il y a les 3 Batman de Nolan et les 2 de Burton, hein, déjà, moi c'est pas sûr. The Suicide Squad peut-être. Ouais, bah j'ai mis Logan. Ouais, j'ai mis Logan. Alors, je sais que toi, moi, je suis un Snyder Zouz, hein, donc j'ai mis 2 films de Snyder. Hein, moi, Watchmen, j'adore. Batman... Ah oui, super-héros tout court. Oui. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais. Et Batman vs Superman, je suis un des défenseurs. Je trouve que c'est un film formidable. Voilà. Mais bon, on s'égare. Mais tout ça pour dire que, franchement, c'est pas non plus un grand film, mais vous allez voir un blockbuster très divertissant, très touchant et qui se fout pas de votre gueule. Donc franchement, si vous savez pas quoi aller voir, mais franchement, allez voir Gardiens de la Galaxie 3. Je te propose qu'on passe au film de la fin. Ouais. Les recos finales, donc on rappelle qu'ils seront phase 4 et ceux qui nous lient. On commence par phase 4, le truc un peu bizarre d'abord, et puis on finit par ceux qui nous lient. En plus, ça parle de vin et on boit du vin. Donc. Enfin, je sais pas, je dis ça. Ah mais oui, vas-y. Dis des mots, parce que on dirait que je te séquestre, sinon que je donne des ordres. Mais non, mais c'est pour pas que nos voix se superposent. Ah, je comprends. J'adore quand ma voix se superpose à la tienne. Oh. Est-ce que tu veux dire de quoi parle phase 4 et comme ça, après moi j'enchaîne derrière. Ouais, alors phase 4, bon, je te laisserai parler du réalisateur, Saul Bass et tout, mais c'est un film où on va suivre 2 scientifiques qui vont étudier un phénomène étrange dans une ville américaine abandonnée, enfin tu sais, les sortes de néo-villes qu'ils ont pas mal construit, notamment, je sais plus, dans les années 60 et tout, en mode, vous allez vivre un nouveau paradis ici et tout. Et du coup, c'est des sortes de néo-villes à moitié dans le désert, et qui a été rapidement abandonnée après sa construction, parce qu'il y a des fourmis ultra intelligentes qui commencent à tout bouffer, que ce soit les maisons, que ce soit les gens et tout. Et du coup, on envoie 2 scientifiques pour étudier ces fourmis-là, et qui vont construire une sorte de base, du coup, une sorte de igloo, une sorte de bunker plutôt, scientifique, et un igloo bunker. Et ça va se transformer en à la fois une sorte d'étude de ces fourmis-là, et plus ça va avancer dans le film, plus ça va devenir un peu un film d'horreur, un peu un film de guerre, entre du coup ces deux messieurs et les fourmis qui l'entourent, et un huis clos en fait, parce que ils vont être enfermés dans ce bunker. Et bah voilà. Est-ce que j'enchaîne sur ce que j'ai pensé du film, ou est-ce que... Ouais, vas-y. Non, bah moi j'ai vraiment bien aimé cette idée-là de ce huis clos en fait, qui devient rapidement oppressant, parce que très rapidement les fourmis sont partout, donc ils peuvent plus sortir de ce bunker-là. Et de ce shift d'abord on les étudie, et plus ça va, plus en fait on est obligé de les combattre, parce qu'elles rongent tout, et elles rongent leur défense, elles rongent leur matériel scientifique, elles les agressent, elles tuent des gens, et donc plus ça va dans le film, plus il y a ce côté oppressant du danger qui est tout autour, et on peut pas sortir si on n'a pas une combinaison, enfin voilà, une grosse combinaison, et vous avez déjà vu des huis clos, donc forcément il y a aussi le côté très psychologique des personnages qui va jouer, de la folie qui va s'installer et tout. Donc ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça très sympa. J'avais jamais vu un film comme ça. Je trouve ça assez novateur, ça des années 80, mais 73, 70. Mais ouais, je trouvais ça, enfin voilà, j'ai jamais vu un film comme ça, donc franchement c'était très cool. Je trouve que la fin, il m'a un peu perdu sur la fin, où j'ai commencé un peu à m'ennuyer, à me dire ouais, bon, ok, d'accord, c'est un huis clos, donc je sais plus ou moins ce qui va se passer, et ça m'a pas, à partir de la deuxième moitié, ça m'a pas non plus, j'ai pas découvert de nouvelles choses, j'ai pas
je trouvais ça assez classique, et du coup, ça m'a un peu plus ennuyé. Et donc voilà, mais je te laisse en parler. Ok, bah moi j'avais envie de parler. C'est un film que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, donc pour ceux qui voient pas qui est Saul Bass, c'est voire le créateur du générique de début, on va dire animé. C'est autre chose que des cartons ou que des cartons posés sur une image derrière qui veut dire quelque chose. Non, où le générique a une personnalité en tant que tel. Créé, en vérité, j'en sais rien parce que ce mot-là est toujours un peu flou. On peut souvent trouver des courts-métrages ou des trucs comme ça qui ont inventé ces choses-là avant. En tout cas, c'est avec un film de Otto Preminger où il a créé ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Autopsie pour un meurtre. C'est peut-être celui-là, c'est peut-être un autre, mais je crois que c'est celui-là. Bref, et il a créé énormément de génériques de début connus, notamment celui de Vertigo, celui de Psychose, celui de Casino, plus récemment, enfin plus récemment il y a 30 ans, mais je crois que Casino c'est son dernier. Bref, c'est un gars qui en tout cas, de par ces créations-là, c'est un gars qui vient du graphisme en tout cas, quoi. Quelqu'un qui vient de plus de cette école-là que réellement de l'image animée, et qui du coup a trouvé avec des réalisateurs un compromis pour pouvoir mettre son art dans celui du cinéma. Donc c'est un gars extrêmement intéressant, et Phase 4 est son unique long métrage. Sachant que Phase 4 a été un film qui a été reçu timidement au box-office, mais ça n'a pas été un flop. Du coup, on n'a pas d'interview qui le prouve, mais en tout cas les gens qui en parlent sont souvent d'avis de dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire, voilà, et puis c'est tout, basta quoi. Enfin qu'il avait pu... que c'était pas forcément vers ça qu'il voulait continuer, que ça a sûrement dû être une production compliquée. Donc stop, ciao, ciao les longs métrages, la flemme de passer 4 ans pour faire un film, voilà quoi. Que c'est lui-même qui a décidé de pas recommencer. Phase 4, moi je trouve que c'est bon. Déjà, les plans sur les fourmis, les trucs comme ça, moi je les trouve dinguissimes. Et surtout, j'irais un peu plus loin que toi dans le sens où c'est pas juste une guéguerre entre ces scientifiques et ces fourmis. Enfin, c'est une guerre entre ces scientifiques et ces fourmis, tu l'as dit, c'est un film de guerre. Par exemple, il y a un moment où les scientifiques arrivent à détruire une zone où il y a des fourmis. Les plans sur les fourmis, tu filmerais des poilus dans la Première Guerre mondiale qui se feraient enterrer sous terre, ce seraient les mêmes plans. C'est-à-dire on le filme de la même manière. C'est un vrai film de guerre, et avec la partie également intelligence, parce que ces fourmis sont intelligentes. Concrètement, quoi, c'est un combat de oui, qui va trouver la meilleure technique pour déglinguer l'autre. C'est-à-dire que les fourmis vont comprendre comment couper le chauffage, hein, si je dis pas de bêtises, en tout cas pour les asphyxier. Ils vont augmenter le chauffage. Oui, c'est ça, elles dirigent des miroirs, enfin la lumière vers cette zone-là, etc. Et ce qui est fascinant, parce que tu l'as dit, c'est un huis clos, et c'est un huis clos constitué on est dans les années 70, donc on parle d'ordinateurs qui font 2 mètres de haut, tout ça, ce qui crée visuellement un labyrinthe. Et ce labyrinthe-là fait que, encore une fois, visuellement, ça rappelle des rats de laboratoire, en fait. Et en fait, c'est ça que moi je trouve fascinant, c'est comment tout s'inverse et qu'on va assister à des fourmis observer des êtres humains dans leur milieu naturel. Et d'ailleurs, ils le disent même dans le film, d'ailleurs, ils comprennent qui sont des sujets, en fait. Donc ça, c'est juste pour ça, moi, je trouve... Enfin, en tout cas, moi, ça m'excite beaucoup, ce genre d'idées. Au-delà de ça, il y a une confrontation que je trouve ultra intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment mettre en parallèle et en contradiction ces deux points de vue, ce qui fait que les fourmis sont encore plus flippantes, c'est-à-dire que des humains, il y en a 2 et 3 au bout d'un moment. Il y a une jeune fille qui récupère à l'extérieur, qui est la seule survivante d'une attaque et de fourmis et du produit toxique qu'ils ont balancé pour tuer les fourmis. Bref, ils sont 2 et 3 à partir d'un moment. Ce qui les caractérise, c'est leur individualité. Et du coup, leurs engueulades, t'en parlais, le côté très psychologique, tout ça. Bref, le débat, l'intelligence individuelle où chacun peut potentiellement répondre, mais en tout cas, voilà, chaque individu a un système de pensée qui lui est propre, etc. Là où les fourmis, et quand même on les filme de très très près, une fourmi n'est qu'une fourmi. Elle n'a pas d'expression faciale, elle n'a pas de choses en la regardant qui permet de comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et le film ne prétend rien de tout ça, c'est-à-dire que c'est une masse.
Et ça, déjà, c'est terrifiant. Il y a ce moment où elles vont, je saurais pas comment dire, ingurgiter le poison pour le combattre. C'est-à-dire qu'il y a un agent jaune, on va dire, ce qui rappelle déjà autre chose de l'histoire des Américains, des États-Unis, mais qui balance pour tuer les fourmis. En gros, il va y avoir une suite de fourmis qui vont prendre cet agent jaune, mourir, et une autre va prendre cet agent jaune, mourir, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle soit immunisée. Donc c'est une force qui n'a déjà aucune peur de la mort et qui a une conscience, on va dire, purement collective. Ce qui, encore une fois, crée deux opposés, presque deux idéologies, on va dire. Bref, moi je trouve que c'est fascinant. En filmant les fourmis d'un point de vue macro, et donc en ne créant pas de rapport d'échelle, ça fait qu'en fait, tu mets les fourmis dans le cadre au même niveau que les humains. Tu peux les filmer de la même manière. Et à partir de là, je vais un peu citer, parce que j'ai fait mes recherches. En fait, j'ai un DVD de ce truc-là, et il y a un très bon documentaire dedans, enfin, un très bon truc de reportage. Et c'est des gens, du coup, qui remettre dans leur contexte ce film-là. Donc par exemple, je vais citer, c'est Japer Sharp, qui était un critique, qui comparait ce film-là au Mystère d'Andromède, qui est un film de Robert Wise. Donc en gros, je redis, c'est un film de 73, donc c'est une époque où il y a déjà eu les Godzilla, il y a déjà eu tout ça, mais qui était très métaphorique de la bombe nucléaire. Là, c'est un combat scientifique. Déjà, ça dit deux choses. C'est-à-dire que la science amène une nouvelle peur, c'est-à-dire la peur de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire en filmant en macro les fourmis, on découvre tout un autre monde et la peur de ce qu'on ne voit pas. Enfin, on peut aller aussi à l'horreur cosmique de Lovecraft, etc. D'ailleurs, c'est un film qui a aussi cette idée-là de il n'y a pas de Dieu, l'horreur, elle est là et elle va te bouffer, il n'y a pas d'espoir. J'ai une anecdote aussi qui est un peu sympa, c'est que, comment dire, il y a un film qui s'appelle Des insectes et des hommes, qui est un film qui est sorti 3 ans avant Phase 4, qui est un faux documentaire. Qui est le préquel de Des dieux et des hommes. Exactement. Non, pas du tout. Qui est un faux documentaire, mais qui a gagné en 71 l'Oscar du meilleur documentaire. Le chef opérateur de ce film-là, donc en gros, c'est un film qui raconte un scientifique qui découvre comment les insectes, globalement, pas que les fourmis, vont nous survivre, et que si on dérègle leur communauté, les insectes ont une intelligence collective et peuvent nous déglinguer, ce qui était une théorie des années 70. En gros, vraiment, cette idée d'intelligence collective. S'ils connaissaient leur nombre, C'est ça, et on parle vraiment des insectes au sens large. D'ailleurs, à cette époque-là, c'était vraiment la nature a une intelligence collective. Okay. Voilà, c'est ça, pas que les fourmis. Le chef opérateur, du coup, de ce film dont je parle, de ce faux documentaire, et le chef opérateur pas le chef opérateur, et le mec qui a pris les plans des fourmis dans Phase 4. Donc il y a un lien à faire dessus, c'est-à-dire que c'est toute cette conscience à la fois écologique sur la nature, et du coup la naissance d'une nouvelle peur, c'est-à-dire que l'homme n'est pas supérieur à la nature, il fait partie de ce tout-là. La seule différence avec ce tout, c'est que lui, il a la possibilité de détruire beaucoup de choses, et que la seule réponse à ça, c'est que ce tout va annihiler l'être humain s'il continue à faire le con, ce qui est le sens de la fin de Phase 4, sans trop spoiler. Fin que moi j'aime pas beaucoup d'ailleurs, que je trouve un peu trop démonstrative, un peu trop grand chevaux. Je continue un peu dans ce que disent ces gens-là parce que c'est intéressant, parce que déjà dans les années 70, moi j'aime bien appeler ça, c'est la gueule de bois des États-Unis, avec le Vietnam, notamment, enfin le Pentagon Paper, quoi, enfin le fait de se rendre compte que bah non, les États-Unis n'est pas parfait, et que l'être humain n'est effectivement pas aussi puissant que ce qu'on voudrait bien le croire. Et donc ça va avec cette idée de pouvoir faire des films. C'est pas un film du nouvel Hollywood, Phase 4, mais ça va avec cette idée de films très cyniques, très dépressifs, qui se permettent d'un film qui n'a aucun espoir. Parce que Phase 4, c'est aussi ça qui est intéressant, l'humain va perdre, globalement. C'est un peu dit dès le début, c'est-à-dire que le film est chapitré dans cette idée de phase. Phase 4 n'arrivera jamais. Ah, le spoiler. Non, mais Phase 4 n'arrivera jamais. Mais, on va dire Phase 1, Phase 2, qui montre l'évolution des fourmis. Si on suit la logique, c'est que la Phase 4, c'est globalement que les fourmis prennent le contrôle. Un dernier truc, c'est Sean Hogan, qui est un réalisateur, qui disait
enfin qui comparait Phase 4 comme la série B de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il décrivait un peu une structure un petit peu similaire, en tout cas des idées un peu similaires. Par exemple, l'intro de 2001 est la création de l'homme, là où Phase 4 est la création des fourmis, en tout cas leur évolution jusqu'à ce qu'elles arrivent à ça. La menace n'a aucune sensibilité, aucun moyen de savoir ce qu'elle pense, ce qui les rend terrifiantes, et ça finit par un trip complètement expérimental et qui essaye d'aller sur des questions beaucoup plus existentielles, ce que moi je trouve un peu raté encore une fois dans Phase 4. C'est un film très bizarre, très étrange, mais que moi j'aime beaucoup et qui va aussi beaucoup dans cette idée même de l'horreur des années. Encore une fois, c'est un film qui tend vers l'horreur, mais c'est pas un film d'horreur, hein. C'est ouais, un drame, guerre. Pour moi, on va plus dans ces choses-là, un peu SF. Mais qui va dans ces trucs-là des années 70 où la menace est, si ce n'est créée par l'homme, en tout cas une conséquence de l'impact de l'homme. C'est-à-dire, ça va beaucoup avec ce truc-là, même de La colline à des yeux, où c'est des gars, enfin, c'est des gens qui ont été modifiés par les radiations, des tests atomiques, des choses comme ça. Donc, dans toute cette mouvance, même anglo-saxonne, parce qu'on peut aller avec d'autres films comme Le métro de la mort, qui est un film anglais réalisé par un américain, mais qui montre des gens voilà, qui ont survécu à un éboulement de cette création qu'est le métro londonien, du coup, mais qui ont été complètement abandonnés par des grandes compagnies et qui, du coup, deviennent une menace souterraine de Londres. Donc, c'est dans les années 70 où on commence un peu à remettre en cause les actes de l'homme. Et parce que tout simplement, en fait, dans les années 70, c'est aussi là où on commence à prendre conscience de la notion d'écologie et que bah, finalement, à force de se prendre pour des dieux, peut-être même pour des mad gods. Waouh. Putain, tu fais le lien avec Non, le mais- début de l'émission. Non, mais en tout cas, voilà, quoi, ça va avec tout ça. Et ce film, je trouve, est une synthèse, je trouve, en tout cas de moi, ce que j'ai vu, assez génial. Et encore une fois, on n'en parlera pas assez, mais les scènes des fourmis. Enfin, moi, j'ai en tête un combat où une fourmi. Parce que du coup, elles font du sabotage chez les Oui, c'est scientifiques. C'est fou. Et il y a un moment, elles se tapent avec une menthe religieuse qui est juste là. Mais genre, elle se tape avec elle parce qu'elle l'empêche de saboter tel fil de cuivre et tout ça. Genre, t'as des scènes de performance assez dingues, quasi documentaire d'ailleurs, dans la manière de le montrer à ce moment-là. Bref, c'est une bizarrerie, vous l'aurez compris, c'est une édition bizarrerie entre Boys Afraid, Mad God et Phase 4. C'est peut-être le moins bizarre des trois. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même une histoire. Ouais. C'est... En fait, oui, je dis bizarre parce que le sujet est étrange, mais il y a que les 5 dernières minutes qui sont vraiment du cinéma expérimental. Les 5-10 dernières minutes. C'est un film qui a été coupé d'ailleurs, la fin devait être plus longue, et on a peu d'explications de pourquoi est-ce que c'est un choix du studio ou du réalisateur. On sait pas trop. Mais en tout cas, oui, c'est un film beaucoup plus linéaire que Mad God ou Boys Afraid, qui lui est vraiment presque un film à sketch. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment un affrontement, et cet affrontement a un début et une fin. Ouais, bah moi je voulais juste du coup revenir vite fait et parler d'un docu, j'en parlais vite fait avec toi avant donc on enregistre, mais il y a un docu qui m'avait vachement marqué quand j'étais gamin, slash ado, je sais plus à quel moment je l'ai vu, mais je pense que je l'ai vu à l'école, où les images me hantent encore aujourd'hui. C'est un docu qui s'appelle La Citadelle assiégée, qui parle aussi de fourmis, et qui est un film de guerre, qui est un documentaire, mais qui est raconté et qui est filmé comme enfin c'est vraiment le gouffre de Helm, mais avec des fourmis contre des termites, où on va suivre du coup des termites qui essayent de reconstruire leur citadelle pendant que une horde, enfin je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, une meute de fourmis avance, enfin c'est des fourmis voyageuses du coup, et qui détruisent tout sur son passage. À un moment elle bute un serpent, elle est toute seule, mais voilà. Et du coup ça va être des fourmis surpuissantes contre des termites qui galèrent un peu, et on va suivre du coup cette bataille, et c'est vraiment filmé comme une bataille, c'est vraiment filmé comme le gouffre de Helm, et c'est assez génial. Il faudrait que je remette la main sur ce docu parce qu'il est vraiment dingo, mais oui, et il y a vraiment ce truc là de filmer du coup en macro, vraiment très très proche des insectes, comme on filmerait une guerre, comme on filmerait une scène de bataille, et que j'avais trouvé ça assez vraiment vraiment sympa.
Est-ce qu'on passe à ce qui nous lie? Ouais, du coup, Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, quel Bah, je film fais que j'ai peut-être choisi. le synopsis, Bah du coup. vas-y, Comme, enchaîne. Bah, ce qui nous lie, une fratrie, deux frères, une sœur. Et le grand frère est parti faire sa vie un moment. Il revient 10 ans après, au moment où le père est mourant. Ce sont des gens du coup qui héritent d'un terrain de vigne, d'un domaine de vigne, et qui du coup héritent également de la dette. Et ça va être en gros les problématiques de chacun face à tout ce poids, et chacun son rapport au vin et à ce domaine en général. C'est bien. Ouais, Allez. Bon, je pense que je rebondirai par rapport à ce que tu dis, à ce que tu vas dire, mais oui, du coup, c'est un film de Clapiche qui est sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, avec Pio Marmaille, Anna Girardot et François Civil, vraiment, trois de mes acteurs préférés. qui sont extrêmement bons. Et moi, j'aime beaucoup Clapiche, et je l'avais jamais vu. Alors, Clapiche, pour la faire courte, moi je trouve que c'est, et je le dis dans le bon sens du terme, c'est un réalisateur franchouillard. C'est encore plus bizarre de dire ça pour un film qui parle du vin, ça fait un peu beau, genre ouais, c'est la France, mais je veux dire dans ce côté, c'est un mec ultra français. C'est un mec ultra français dans sa manière d'aborder les sujets. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de Paris, notamment. Et je trouve que c'est quelqu'un qui déjà aime ses personnages, hein, ce qui est toujours une belle chose, qui laisse toujours la place à ses personnages, et donc par extension à ses acteurs. Je sais pas quelle est la part d'improvisation, mais en tout cas, c'est évident que c'est qu'il choisit pas ses acteurs au hasard selon les personnages, et je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ce qu'ils peuvent lui proposer. C'est un film qui est... Alors, c'est un film qui est drôle. Moi, j'ai eu des vrais moments de rire, hein, de rire sincère, quoi, où je me suis vraiment amusé, des moments où j'avais un peu envie de pleurer. Et voilà, notamment, enfin, Pio Marmaille, du coup, a un enfant en Australie, et c'est compliqué avec sa meuf. Enfin, il sait pas si c'est sa meuf ou si c'est le fameux truc. C'est compliqué, on a besoin de temps, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Profil Facebook, c'est compliqué. C'est compliqué, 3 petits points. Mais bah, après, il y a l'enfant qui rentre en compte, qui fait que c'est pas juste non, mais c'est ma copine, je sais pas. Non, il y a quand même un gamin et tu sens qu'il y pense tout le temps. T'as du coup la fille qui est au milieu, enfin au milieu, je veux dire, qui est née après Pio Marmaille et qui est pas la dernière de la fratrie, qui hérite du coup du lieu, qui doit prendre des décisions et qui s'en sent pas spécialement capable au début. Et t'as le petit frère François Civil, qui du coup est en couple avec une fille dont les parents tiennent un grand domaine à côté et dont du coup ses beaux-parents exercent sur lui, on va dire, un poids de bah, peut-être que c'est toi du coup qui va récupérer notre domaine ou pas, on sait pas, et qui les infantilise beaucoup. Il s'attarde sur tous les personnages avec beaucoup de tendresse. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose qu'il y a souvent chez Clapiche, c'est-à-dire, alors il y a des éléments déclencheurs, mais avec finalement une finalité généralement assez floue. Par exemple, on sait que c'est le moment où Pio Marmaille va sûrement repartir, mais vas-y, c'est super flou comme truc, quoi. Genre, il va repartir quand? Donc à partir de là, c'est juste de... Voilà, de comment des personnages vont interagir entre eux. Et puis voilà, c'est ça qui va créer le rythme du film, les différentes aventures de ces personnages, on va dire. Et je trouve que ça crée des cocons purement humains qui sont ultra agréables à voir. J'ai quelques limites avec le film, la voix off, Oui, bah comme toutes les voix off. Hein. voilà. Après, c'est Pio Marmaille qui parle, donc. C'est Pio Marmaille qui parle, mais c'est des voix off alors pour le coup, en plus, vraiment aucun intérêt, quoi. Et quelques moments un petit peu... La musique, je la trouve bizarre aussi, par moments. Oh, j'adore la musique. Non, mais la musique en tant que telle, moi, je l'aime bien aussi. Par contre, je la trouve bizarre. Je trouve quand tu m'aurais mis ça dans Plus belle la vie, ça aurait été à peu près la même chose. Oh, t'es dur. Bah non, mais je la trouve étrangement placée, on va dire. Je parle pas de la musique, vraiment l'utilisation de la musique. Et quelques moments un petit peu, bah bon, flashback, fondu au noir, etc. Le générique de début m'a fait très peur. Je le trouve horrible,
vraiment. Mais une fois passé ça, l'humanité qui se dégage devant nous, oh quelle phrase, l'humanité de ces personnages-là fait que on est vraiment face à un film humain très agréable à voir. Et je fais une dernière parenthèse, je trouve que Clapiche est un mec ultra fort en titre de film. Ce qui nous lie, je trouve ça génial comme titre, mais comme Le Péril Jeune, Le Péril Jeune qui est peut-être son meilleur film de mon point de vue, L'Auberge espagnole, Casse-tête chinois, 2 mois, je trouve que c'est toujours des titres Et puis, jeu de sublimes. mots avec le vin, parce que la Bah oui. du vin. Ouais, justement, faut le faire, enfin, faut tomber sur le bon truc, tu vois. J'aime pas beaucoup le titre de j'aime pas son dernier film, encore une fois, mais encore, là pour moi, c'est juste du jeu de mots. Ceux qui nous lisent, je trouve ça assez génial comme titre, ouais. Donc, vas-y, c'est le tien. Non, bah du coup, moi j'ai choisi ce film parce que, encore une fois, j'aime bien ce mot-là de dire des films doudous. Les films doudous, c'est les films que tu vas revoir une fois chaque année, qui te font du bien. Et ouais, voilà, que tu commences à les connaître par cœur, et tu retrouves des personnages avec qui tu deviens presque pote, un peu comme quand tu regardes une sitcom et que t'as presque une relation d'amitié avec les personnages tellement tu les as vus. Et ben moi, c'est un de ces films. C'est un de ces films où je trouve que comme tu l'as dit, Clapiche a un amour de ses personnages, il a une tendresse envers eux, une intelligence d'écriture qui fait que ouais, ces personnages vont nous marquer, vont nous attendrir, vont nous faire rire, vont nous faire pleurer. Et Clapiche, il est passé maître dans dans ce truc-là, et je trouve ça fantastique. Et il est aussi très très fort dans sa façon de décrire des moments, des instants. Genre, que ce soit dans Encore, même si t'aimes pas trop, ou que ce soit dans Ce qui nous lie, il y a des soirées où on va passer un quart d'heure dans cette soirée, on va prendre plusieurs points de vue, et juste on va passer du bon temps avec eux, on va rire, on va pleurer, et il a une manière de décrire ces moments, ces instants, qui me plaît, mais vraiment très très fort. Et voilà, bah, je le disais, c'est vraiment 3 acteurs qui font partie de mes acteurs français préférés. Je les trouve formidables. Et ils m'émeuvent et ils me font rire. Et ouais, on trouve un Pio Marmaille qui est toujours un peu dans ce truc-là du mec un peu speed, un peu énervé, mais qui arrive toujours à être touchant et qui est peut-être c'est peut-être la seule fois où on le voit vraiment un peu brisé. C'est peut-être le film où on le voit le plus brisé, un peu le plus fragile. En tout cas, qu'il assume, quoi, en tant que Bon, tel. on le voit quoi. pleurer Ouais. déjà. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai jamais Ouais. vu Pio Marmaille pleurer de ma vie avant Dans à En part ce Liberté, film. je sais pas. Non, franchement, c'est un film qui me touche beaucoup. Qui, bon, en plus, il parle de vin. Moi, j'aime bien le vin. Hein. C'est pas pour rien qu'on a fait ce podcast. Hein. Mais non, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ouais, non, je trouve qu'il a une manière de décrire ses personnages et de les faire exister, de les faire vivre dans leur décor, qui fonctionne de ouf. Il a une façon de gérer le temps, parce que tu parlais du générique. En fait, le générique, c'est un morphing où on voit les différentes saisons sur les vignes. On va voir printemps, été, automne, hiver, avec une sorte de morphing. Donc c'est un petit peu grossier, mais en même temps ça va aussi décrire le reste du film, parce qu'en fait on va passer un an dans cette famille-là, on va voir ces différentes saisons-là, et même en fait cette façon de gérer le temps, on la revoit dans plusieurs scènes. On va avoir plusieurs scènes de dialogue notamment, où ça va être en plan fixe, et ça va cutter à différents moments du dialogue, à différents moments même de la journée. On va voir, je sais pas, le dialogue il va commencer dans l'après-midi, et dans le même plan, on va voir à la fin de l'après-midi, le début de la soirée, la fin de la soirée, et cette technique-là, on la voit en tout 2 ou 3 fois, je crois, dans le film. Et il a une façon de montrer le temps qui passe, de le mettre en scène, qui est très jolie. Et non, mais voilà, moi c'est un film qui me touche beaucoup. Encore une fois, qui me fait, ouais, comme tu l'as dit, qui me fait très rire, hein, qui est vraiment très drôle. Et non, voilà, c'est un film, enfin voilà, c'est un film très facile. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais c'est un film très touchant et qui montre qu'on peut faire des super jolies comédies touchantes en France. Bon, on le sait déjà, on a tous vu Intouchable
en 2000 combien déjà 11. 2011, voilà, on est tous intouchables, donc on sait qu'on peut faire des comédies touchantes. Mais voilà, Clapiche nous le montre encore, et c'est trop bien. Non, mais ouais, je te suis. Et puis en plus de ça, c'est. Encore une fois, je pense que c'est un mec qui a l'amour du collectif. D'ailleurs, son film le plus dépressif, c'est 2 mois, qui est un film que moi j'aime vraiment d'amour, pour le coup, qui est un film probablement imparfait aussi d'ailleurs, hein, mais en tout cas où c'est quand même l'histoire de 2 personnes qui ne se rencontrent pas. Et c'est son film justement le plus dépressif, quoi. D'ailleurs, enfin, il y a peut-être des moments qui peuvent nous faire sourire, mais c'est pas un film très drôle. Bah déjà, les 2 personnes sont dépressives. Ouais, déjà. Sont diagnostiquées. Chacun à leur manière, ouais. Voient des psys, sont pas Ouais. bien, Et donc du coup, voilà, lui, sa manière de dire, c'est que quand le collectif n'existe pas, eh ben, on n'est pas heureux. En tout cas, c'est sa vision des choses, et c'est super intéressant, parce que du coup, tout son cinéma s'articule autour de ça. Et voilà, donc après, ce qui nous lie, c'est tout simplement aussi une fratrie qui doit se reconstituer avant tout. Oui, qui est Aussi, brisée, ouais. qui est malheureuse chacun de leur côté, et qui vont réapprendre à s'aimer, réapprendre Mm. à exister, à exister par rapport aux autres. Ouais. Donc oui, ce qui nous lie, c'est de la vraie bonne comédie franchouillarde. Non, mais pour de vrai, de qualité, et oui, quelqu'un qui sait s'approprier la culture et on va dire le caractère français et tout ça d'une vraie jolie manière. Puis c'est le seul film où vous allez voir Pio Marmaille, François Civil et Anna Girardot ensemble totalement bourrés. Ah, Et c'est génial. avec Anna Girardot qui oublie les consonnes. On s'en fout des consonnes. Nique les consonnes. Et on précise qu'ils ont aussi le meilleur jeu du monde, Pio Marmaille et François Civil, qui consiste à regarder des gens de loin et essayer d'imaginer ce qu'ils disent. C'est un jeu d'enfer, j'ai envie de le faire dans ma vie de tous les jours. Et ouais, ça apparaît 2 fois dans le film, et les 2 fois, c'est à mourir de rire. Ouais. Ouais, non, Non, ils sont trop forts. De toute façon, c'est clair ils sont trop forts. Je crois que j'avais écouté une interview de Pio Marmaille qui parlait du tournage du film. Apparemment, ils ont picolé sévère pendant les 6 mois de tournage. Ils ont picolé, et je crois qu'ils ont tous pris genre 10 kilos à picoler, quoi. Vraiment, apparemment, c'était un tournage assez mouvementé. Mais ouais. Mais le film que ça a donné, franchement, c'est fantastique. Ouais, non, c'est du très bon. Est-ce qu'on passe peut-être à ce qu'on attend, ce qu'on... Ouais. Moi, j'attends Spider-Man. Bah ouais, moi aussi. Voilà. Hein, le deuxième New Generation, là, enfin Into the Spider-Verse en version originale. Mm. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs celui-là. Le suivant, je sais plus non plus. Mais j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air incroyable. Déjà le premier était fantastique. Bah, c'est ça. Hein. Donc ouais. Et Fast and Furious 10 aussi. Ouais, apparemment il est pas très bien. Bon, c'est pas grave. Moi j'aime Ouais, bien mais moi, les les Fast gens and qui Furious. disent, bah c'est débile, c'est tout machin, et tu fais, bah vous avez vu les autres, les gars. Genre, est-ce qu'il y avait une once d'intelligence dans les précédents? Non, Fast and Furious c'est une saga. J'ai commencé en regardant les 3 premiers. J'ai trouvé ça nul à chier. Oh, les 3 premiers sont insupportables. C'est vraiment des nanars, mais dans le mauvais sens du terme. C'est des mauvais films, des navets plutôt. Ouais. Et du coup, j'ai un peu sauté le 4, apparemment il est pas si mal. Et j'ai repris à partir du 5, et le 5 est trop bien. Et après, en fait, c'est des films qui ont compris qu'ils étaient cons, un peu tard, mais ils l'ont compris au bout d'un moment. Sauf Vin Diesel, qui continue à être premier degré. Et ça, c'est un plaisir de voir un mec qui pense sincèrement, qui fait un grand film sur la famille, entouré de plein de gens qui font genre... Et là, il y a un coffre qui vole et qui dézingue des autoroutes, et là, tu sautes sur un tank, et lui, il est en... C'est la famille. Quel plaisir. Non, mais en vrai, regardez les Fast and Furious à partir du 5, ils sont trop bien, quoi. C'est débile. Mais c'est plutôt bien fait. C'est très drôle. C'est de l'action décomplexée, bourrine, et c'est très sympa. Des recommandations autres? Bah là, je joue à Zelda, hein. Oui, bon, c'est comme trop tout le bien. monde, Hein. Non, voilà, sinon, que j'ai vu... j'ai vu Bridgerton, c'est sympa. Voilà, Voilà. c'est mon niveau de recommandation. Si vous avez envie de regarder un truc niais, mais niais dans le bon sens du terme, et bah Bridgerton, ça veut pas grand chose niais dans le bon sens du terme, mais je me suis compris quand j'ai dit ça. Et les gens qui ont vu Bridgerton savent que on peut être niais dans le bon sens du terme. Ok. Bah moi, Zelda aussi, évidemment. Mais bon, encore une fois, est-ce qu'il y a besoin de le dire? En ce moment, je lis Au revoir là-haut. Je l'avais jamais lu. J'aime beaucoup le film de Dupontel.
Et que vous ayez vu le film ou pas, je vous recommande le bouquin déjà parce que Pierre Lemaitre c'est quand même un mec qui a une plume assez ouf. Et surtout le bouquin, enfin le film est assez fidèle au bouquin de ce que j'ai lu jusque-là, enfin je suis un peu plus des 2 tiers. Mais le livre en gros s'attarde beaucoup sur la pensée des différents personnages et ça donne quelque chose de beaucoup plus froid et violent que le film. Enfin le film parle que de lutte des classes et tout ça en vérité, mais donc il est déjà violent à sa manière, mais le bouquin encore plus intéressant à lire derrière parce que si j'avais pas vu le film, j'aurais imaginé quelque chose une image extrêmement terne, extrêmement froide, extrêmement glauque, inhabité. Et je trouve ça intéressant que Dupontel ait quand même voulu donner de la couleur à tout ça, du coup ce qui donne aussi une autre manière de montrer les choses. Mais le livre est assez brillant et c'est vraiment l'écriture, Pierre Lemaitre a vraiment une écriture à lui qui est vraiment violente. Donc c'est extrêmement agréable à lire parce que le mec écrit trop bien, mais c'est aussi dur parce que du coup ça décrit aussi le côté post-guerre, montre une lutte des classes qui est quasiment mise à nu. Donc c'est fascinant à lire. Voilà. C'était la fin de ce sixième épisode de Ciné 20. On verra de quoi on parle dans 20 jours. On arrive à tenir le rythme pour l'instant. Ouais, franchement, on est pas mal. Voire même un peu en avance. Donc on verra si on continue à tenir tout ça. Mais en tout cas, voilà. Donc toi, le vin, t'as kiffé ? Ouais, franchement, très bon. Domaine de la solitude, un Pessac léognan de 2017. Moi, je trouvais ça un peu agressif. Moi, j'aime bien quand c'est agressif. Ok, très J'aime bien bien. quand ça tabasse. Ok, très bien. Et bah, raison de plus pour aller voir Fast and Furious. Et on vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bisous. Ouais, au revoir.